J'ai commencé la calisthénie en 2013 et durant toutes ces années, ce sport m'a énormément apporté parce que grâce à la calisthénie, j'ai pu me forger un corps et un esprit solide. J'ai pu prendre confiance en moi, être plus à l'aise socialement, j'ai pu avoir des rêves et même commencer à les réaliser. Et je pense vraiment que ça a été un des meilleurs choix que j'ai pu faire dans ma vie. Alors malgré ça, je sais que les premières années dans ce sport, on peut souvent douter. On peut se dire c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, je débloquerai jamais ces figures, je perds mon temps, les gens me trouvent bizarre quand je leur dis que je fais de la calisthénie. Vous voyez ? Et mon objectif dans cet épisode de podcast, c'est de vous montrer à quel point vous avez fait le bon choix de commencer ce sport. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 63 déjà du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013 maintenant. Mon objectif, c'est de vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures comme le muscle up, le handstand, le front lever, le back lever, le drapeau, la planche, etc., etc. Sans pour autant bien sûr vous entraînez 3 heures par jour, 7 jours sur 7, et plus pour que vous puissiez allier la calisthénie à vos autres activités. Donc si tu veux vraiment débloquer tes figures cette année, je t'invite à rejoindre mon school gratuit dans lequel je te partage mon mécanisme pour y arriver. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Ok ? Avant de passer au sommaire de ce podcast qui va être assez complet, voilà, j'avais déjà construit la trame il y a quelques semaines et je me disais ok, j'attends le bon moment pour faire cet épisode parce que je vais revenir en fait sur mes 12 dernières années de calisthénie et j'attendais d'être dans un moment pas nostalgique mais un moment où j'ai envie de parler moi de moi bien sûr, même si c'est le podcast je parle tout le temps de moi. Mais j'ai envie de parler de mon passé dans ce sport-là parce que on peut y retirer beaucoup d'apprentissage, vous voyez, pour vous, pour votre évolution dans cette discipline qui est la calisthénie. Voilà. Et juste avant, je voulais vous dire que si vous écoutez cet épisode sur Spotify ou si vous le regardez sur Spotify, parce qu'il est encore en vidéo. Là, c'est un gros exercice que je fais en ce moment. Je fais tous les épisodes de podcast en vidéo, ce qui est pas facile pour moi, mais voilà, faut faire des choses qui nous font peur, faut faire des choses différentes dans la vie pour avoir des résultats différents. C'est souvent une petite phrase que je dis. Et c'est pour ça que du coup que je l'enregistre en vidéo. Mais si vous l'écoutez sur Spotify ou vous le regardez sur Spotify, s'il vous plaît, évaluez le podcast, appuyez sur les 3 petits points, évaluez le podcast et mettez-moi 5 étoiles, please, ou 1 étoile si vous trouvez que c'est de la merde. Mais souvent, si vous trouvez que c'est de la merde, vous n'avez pas écouté 62 épisodes avant et vous n'êtes pas là à 3 minutes en train de m'écouter. Normalement. Si c'est le cas, peut-être que vous perdez votre temps. Peut-être que vous perdez votre temps ou parce que souvent en fait on admire tellement nos ennemis qu'on regarde tout ce qu'ils font. Ouais, voilà. Moi je considère que j'ai pas forcément d'ennemis, du coup je regarde pas forcément ce que les gens que j'aime pas font. Mais bref, je vais trop loin. Mais mettez-moi 5 étoiles s'il vous plaît parce qu'on arrive bientôt à 200 avis. C'est énorme pour un podcast de calisthénie, les mecs, c'est juste énorme et on arrive peut-être à on a plus de 40 000 écoutes au total, même 50 000 écoutes. Pour 63 épisodes, ça fait peu, mais c'est quand même cool. Alors, dans le sommaire, bien sûr qu'on va revenir un petit peu sur ma calisthénie à moi, sur mon parcours en calisthénie, et du coup, je vais vous énoncer un petit peu mes meilleurs souvenirs de ces 12 années de calisthénie. Pourquoi ? C'est pas juste pour parler, pour me rappeler du bon vieux temps, c'est pour en retirer des apprentissages pour vous. Ok ? Parce que ça se trouve, si tu m'écoutes, là, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que tu fais de la calisthénie. Et je suis passé par ces phases, des fois, de doute, où on aime un petit peu moins la calisthénie, où on a envie d'arrêter, ou des fois, justement, au contraire, on adore ça, on se voit en faire toute sa vie, etc. Toutes les questions que tu peux avoir, peut-être que je suis aussi passé par là. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous raconter un petit peu mes meilleurs souvenirs de mes 12 ans de calisthénie. Je vais aussi parler des doutes que j'ai eu, super important. Le maths avant la calisthénie, genre qui
qui j'étais avant de faire de la calisthénie. Parce que vous me connaissez en mode oui, maths, calisthénie, street workout, il fait du coaching, il fait des compètes, il s'entraîne, il avait une marque de vêtements avant qui s'appelait WA. Ok, mais qui était le Matt Braise avant? Qui n'était pas Matt Braise justement, c'était juste Mathias en fait. Ensuite, donc le maths avant la calisthénie, mais bien sûr le maths d'aujourd'hui, après 12 ans de calisthénie. Voilà. Donc pour vous montrer en fait ce que la calisthénie m'a apporté en fait dans ma vie. Et pour terminer, avant de passer à vos questions, parce que du coup je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, il y en a pas mal en plus, il y en a une bonne dizaine. J'ai envie de vous parler d'un projet. Bon, c'est un petit peu idyllique, c'est un petit peu aussi, c'est comme une utopie, mais j'y arriverai. C'est mon projet de maison. C'est pas pour tout de suite, hein. Voilà, j'ai pas envie d'acheter une maison maintenant, mais j'ai une vision d'une maison en campagne où potentiellement vous pourrez venir vous entraîner. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Ça va être juste un truc de ouf. Voilà. Désolé pour la chaise qui grince aussi. En fait, j'ai une nouvelle chaise. Parce que du coup, je suis arrivé dans l'appart, il y avait déjà la chaise là. Elle fait que grincer tout le temps. Alors moi, je m'en rends pas forcément compte habituellement. Mais là, quand je voulais vraiment faire le calme avant le podcast, je sentais qu'elle grinçait tout le temps. Ok. Donc c'est pas moi qui ai des gaz, même si j'en ai beaucoup. C'est cette chaise qui grince tout le temps en fait. Donc c'est un petit peu chiant. J'espère que vous l'entendez pas. Mais bon, ça sera toujours mieux que, je sais pas, un autre bruit qui vient de dessus, de côté, un bruit de bouche ou ce genre de choses. Voilà. Donc je vais quand même prendre le temps dans ce podcast parce que je vais revenir sur mon passé quand même. Je vais revenir sur mon passé. Mes 12 dernières années de calisthénie. J'ai quand même beaucoup de souvenirs. Avant ça, j'ai pas beaucoup de souvenirs des sports que j'ai fait avant, même si oui, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du foot, c'est tout en fait, j'ai fait que ces deux sports-là. Moi, j'ai toujours fait un seul sport à fond. Contrairement à d'autres personnes qui pourraient faire 2-3 sports en même temps, pendant un an faire de l'athlé ou pendant un an faire du tennis, après changer, etc. Moi, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais. Même quand je faisais du foot, quand j'étais gamin, les gars, je vous raconte une anecdote. Parce que ça m'a marqué ce truc-là, l'état d'esprit que j'avais. J'avais vraiment un état d'esprit de champion en fait. C'est-à-dire que moi j'avais un assez grand jardin quand j'étais gamin. Donc ça c'était plutôt cool pour jouer au foot avec mon frère. Mais mon frère me mettait des grosses minées à chaque fois. Je sais pas si vous avez des frères et sœurs, petits frères, grands frères, petites sœurs, grandes sœurs, mais quand vous jouez au foot, ou nous on joue aussi au badminton, au basket, en fait vous pouvez faire pas mal de sports à la maison, donc c'est ça qui était plutôt cool. Je me suis pas inscrit dans des clubs à part entière de badminton, de tennis de table, etc. Mais j'en ai fait toute mon enfance, parce que j'avais une grande maison avec un gros jardin, ce qui a bien changé, regardez, là, je suis dans ma petite piole, mais je veux dire que j'ai eu la chance du coup d'être libre sur les sports qu'on voulait faire parce qu'on les faisait à la maison et en plus j'ai un grand frère de 6 ans de plus que moi avec qui du coup je pouvais faire du sport. Donc les soirs d'été jusqu'à 22h parce qu'il fait nuit super tard, jusqu'à 22h, 22h30, quand tu te mets des grosses minées au basket, au foot, au tennis de table ou au badminton, c'était juste un truc de ouf. Et d'ailleurs c'est ce que je veux refaire plus tard. C'est-à-dire que moi, dans ma maison, il y aura un grand filet pour faire du badminton, du volley, etc. Et je ferai du sport jusqu'à tard le soir comme ça. Avec mes gamins, avec mes potes, etc. Enfin bref, voilà. Ça, c'est dans ma vision des choses. Vous voyez ? J'ai pas envie d'être... genre soir d'été, j'ai pas envie d'être devant ma télé jusqu'à 23h. Surtout que vous savez très bien que je coupe les écrans à 21h. Donc de 21h à 23h, on fait des choses. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dehors. On construit des cabanes. Moi, les gars, je construisais des cabanes jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ma mère, des fois, elle s'inquiétait. Attends, mais comment ça se fait que... Mais oui, lampe torche à 3 mètres de haut, en fait, dans mon chêne. Et bam, je construisais ma cabane, quoi. J'enfonçais des clous. C'était génial. Maintenant, les jeunes, ils sont sur leur téléphone maintenant. Non, je rigole. Il y en a sûrement plein qui font des cabanes. Et faites des cabanes. Voilà. Moi, depuis que j'ai fait des cabanes, j'ai l'impression que je sais, entre guillemets, comment bricoler. Hein, voilà, je suis un peu manuel. Pourquoi ? Parce que pendant un an, je construisais une cabane. Et après, j'ai dû la démonter parce qu'on a déménagé. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur. J'en ai fait un diapo et j'ai encore le diapo sur un PC. C'est génial. Bref, je m'écarte. Je m'écarte trop là. Mais j'ai un souvenir de quand je jouais au foot, alors plutôt tout seul. Parce que voilà, quand ton grand frère il va pas jouer au foot tout le temps et que il a autre chose à faire, tu vois. Et je me faisais des programmes.
de foot, parce que moi, l'objectif, c'était de passer à la télé. Donc, en gros, d'être joueur de haut niveau. Sauf que j'étais dans un petit club, USB, respect, petite pensée à Alphonse. Alphonse, putain, faudrait que je vous raconte l'anecdote d'Alphonse. Vous savez quoi ? Je vous raconte dès maintenant, je m'en fous, c'est mon podcast. Je sais, on va parler de calisthénie, mais là, j'ai envie de parler d'Alphonse. Je jouais au foot, comme tous les gamins de mon village, comme vous, ça se trouve, on joue tous au foot. Mon père, il nous accompagnait sur les matchs, etc. Il avait déjà été entraîneur de foot en plus. Donc c'était football, le football. Et j'adorais ça. Mais j'étais dans un petit club. Donc c'est un entraînement par semaine plus un match. Donc c'est pas, tu joues pas beaucoup. Quand t'es un gamin, t'as envie de jouer tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, il fallait s'entraîner à la maison. Du coup, c'est pour ça que je faisais des programmations. Mais du coup, dans mon club, on avait un ancien. Et cet ancien, il s'appelait Alphonse. Donc moi, quand j'étais gamin, j'avais moins de 10 ans déjà. Il y en avait déjà entre 80 et 90. Et il les faisait. Mais il venait nous entraîner aussi de temps en temps, en plus de l'entraîneur. Je me rappelle, il avait des tout petits pieds avec les chaussures bien serrées à l'ancienne main. Et il joue encore au foot. Quoi. Enfin, bien sûr, il faisait pas de match, mais il faisait les entraînements. Et Alphonse, en fait, il avait une aura. Vous voyez, comme dans Rocky, en fait, t'as Paulie qui est, je crois que c'est ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu Rocky, mais Paulie, c'est un petit peu l'ancien. Dans tous les matchs, dans tous les films de boxe, t'as toujours un ancien qui a la salle de boxe, il a genre 70 piges, 80 piges, 90 piges, il est encore là, il forme encore, etc. C'est lui qui fait l'ADN du club. Alphonse, en fait, il faisait l'ADN du club. Ça faisait des années qu'il était là. Quand je dis des années, des dizaines d'années du coup qu'il était là. Et il était toujours là. Et il nous accompagnait au match, etc. Et moi j'ai des souvenirs de lui, il avait une toute petite bagnole. C'était peut-être les premières Clio 2, j'en sais rien, tu vois. Une toute petite bagnole, rouge. Et moi je me souviens encore, il nous emmenait au match parce que je sais pas, il y avait des parents qui étaient pas là pour nous emmener. Il nous emmenait à 10 km d'ici au match ou au tournoi. Et en fait on était 6 ou 7 gamins dans la bagnole. Oui, 6 ou 7 gamins dans la bagnole. Comment ça, ceinture de sécurité ? Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Il y avait des mecs qui étaient assis par terre. On était des gamins, on se serrait. Et il y en avait 2-3 devant. Et puis 4-5-6 derrière. Enfin bref. C'était ça. C'est limite, on mettait des gamins dans le coffre. C'était génial. Ça sentait le chasuble. Ça sentait le protège tibia qui suinte. Putain, j'ai des souvenirs de ça. Dans la bagnole avec Alphonse. C'est génial. Là, il se faisait arrêter par les flics. Alphonse, il était finito. Et Alphonse, voilà, c'est ce vieillard qui fait l'ADN d'un club, qui est toujours présent, qui se souvient quand même des prénoms. Et moi, je m'en rappelle. Et du coup, mon frère m'appelle encore comme ça. Il avait, je veux dire que quand t'es vieux, tu sais parler, mais des fois t'as des dysfonctionnements, etc. Du coup, lui, il baragouinait beaucoup. Et du coup, il m'appelait en Matlas. Au lieu de dire Mathias, il disait Matlas. Et du coup, mon frère se fout encore de ma gueule. Il m'appelle encore comme ça, mon ref. Il m'appelle Matlas. Parce que Alphonse m'appelait Matlas. Voilà. Des fois, il se trompait de prénom, mais des fois, il se souvenait quand même. Et moi, c'était Matlas. Alors, Matlas, machin. C'était génial. J'adore ces anciens-là, mais ils vivaient pour le foot. C'est pas possible. Malheureusement, il est décédé quelques années après, quand j'étais sûrement au collège ou au lycée. Mais tu vois, des mecs passionnés comme ça. Moi, je sais que je serais le Alphonse du street, quoi. Je serais le Alphonse de la calisthénie. En fait, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, j'en sais rien, parce que peut-être que je peux découvrir un autre sport plus tard. J'ai pas envie de dire, oui, dans 60 ans, je serais comme ça. Ça se trouve, non. Voilà, je serais peut-être même plus de ce monde. Espérant que si, parce que j'ai envie de voir... j'ai envie de voir quand on envoie des fusées sur d'autres planètes, etc. Déjà d'une. J'ai envie de voir jusqu'où l'IA, ça peut aller. Et jusqu'où la calisthénie peut aller. C'est surtout pour ça, en fait, que moi, je veux rester le plus longtemps possible. C'est, ok, le sport que j'ai commencé en 2013, qui avait, du coup, quelques années, dans 60 ans, qu'est-ce qu'il est devenu ? Ça se trouve, ça sera un énorme truc, et je serai le président de la Fédé. Peut-être. Je dis pas que je veux faire ça. Mais voilà, ça pourrait être génial. Et du coup, ces années foot, avec Alphonse, du coup, moi, j'étais piqué par le foot, et je me rappelle prendre des papiers A4 comme ça, des feuilles A4, et me construire des entraînements. J'avais des plots de chantier chez moi.
que mon père avait ramené. J'avais des plots de chantier, j'avais des piquets que j'enfonçais, j'avais des chambres à air que je mettais du coup dans les sapins, parce qu'on avait des grandes haies de sapins, je mettais des chambres à air comme ça, quand tu tires, tu peux viser, etc. Mais moi, je me faisais des ateliers. Je me faisais des vrais ateliers. Chambre à air, bam. Enfin non, c'était même pas des chambres à air, c'était des pneus, carrément, des pneus de vélo, que tu t'accroches directement dans la haie pour tirer. Je me mettais des plots pour faire des petits dribbles, des petits slaloms. Je me mettais des piquets pour faire genre, du coup, c'était des joueurs pour faire des passements de jambes, etc. Et en fait, j'ai des entraînements, ça durait, je pense, 1 heure et demie, 2 heures, ça se trouve. Et je m'envoyais. Vous voyez déjà la mentalité que j'avais, c'était un truc de ouf, hein. Et au final, après, j'ai découvert un autre sport qui s'appelle la gymnastique. D'ailleurs, je fais quelque chose qui se ressemble un petit peu, qui est la calisthénie, qui se ressemble beaucoup même. Et parce que ma sœur faisait de la gymnastique et j'ai commencé à kiffer faire des pirouettes, etc. Parce que j'ai toujours fait des pirouettes. Et en fait, le foot, ça m'a un petit peu agacé parce que voilà, fin primaire, début collège, je disais à ma mère, j'ai plus envie d'aller dans les entraînements parce que mes potes, ils étaient là pour faire les cons au foot. Vous voyez, tu prends pas ça au sérieux, mais moi je voulais trop m'envoyer, je voulais trop jouer. Moi, j'ai toujours cherché la performance, moi, depuis que je suis gamin. Et du coup, je me suis lancé dans la gymnastique. C'était génial, j'ai beaucoup progressé. Mais là, pareil, j'ai arrêté la gymnastique et je me suis mis dans le street workout. Là, j'ai commencé la gymnastique, j'avais peut-être genre 8-9 ans, j'en ai fait jusqu'à 13-14 ans. Et j'ai eu une année où j'ai encore fait de la gym et j'avais commencé la calisthénie. Et j'ai tellement progressé en calisthénie, après je me suis dit j'arrête la gym. Et la gym au final, pareil, j'étais avec des gamins qui voulaient juste jouer. Ils étaient là pour faire les cons, pour jouer. Moi je voulais de la performance, mais je me voyais pas aller dans un autre club plus gros. Je pense que j'avais pas cette ambition là non plus de dire ok, maman tu peux m'emmener dans le plus gros club de la région. Puis c'est dire que du coup ton collège et ton lycée tu le fais en internat et tout. J'avais pas du tout cette vision là parce que je connaissais personne qui avait fait ça, mais ça se trouve ça aurait pu être une phase de ma life. C'est de partir en internat, tu vois, genre en 4e, 3e ou seconde, je sais pas, à Rennes, dans ou ailleurs, tu vois, en France, et de m'envoyer en gymnastique parce que c'est ça que je voulais. Mais non, mon frère a découvert du coup le street workout à l'époque, donc la calisthénie. Alors que de base il faisait de la natation, il est tombé là-dessus et il m'a fait découvrir ça. Et puis j'en fais encore actuellement et c'est pour ça que j'ai fait, je vous enregistre cet épisode de podcast. Vous voyez? Bref, on n'a toujours pas commencé le podcast là, c'était juste une petite anecdote. Du coup, quand j'ai commencé, là je commence vraiment. Je bois un coup d'ailleurs parce que sinon bref, ça va être dur. Du coup, quand j'ai commencé vers 2013-2014, où j'avais 13-14 ans, mes meilleurs souvenirs, déjà, c'est de découvrir ce sport-là. Et c'est les premières figures que tu tentes. C'est les petits L-sit, les petits handstands, etc. Moi, j'en avais déjà fait en gymnastique. Mais pour vous dire, je tenais même pas un handstand. Je le tenais pas, j'arrivais pas à le tenir. J'arrivais à me débrouiller sur les mains, mais j'arrivais pas à tenir. Donc, je venais de loin quand même. Mais ouais, mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est déjà mes premiers muscle-up, où t'es en mode, wow. Ok. Moi, je voyais mon frère faire des muscle-up. Moi je faisais des bascules. Ce qui était un peu des muscle-up freestyle, mais des bascules, c'est ce qu'on fait en gymnastique, tu vois. Donc j'arrivais à passer comme ça au-dessus de la barre, mais pas en force, entre guillemets, pas en vrai muscle-up. Donc le jour où tu fais tes premiers muscle-up, même si c'est un bras après l'autre, t'es comme un ouf. C'est pour ça, moi, quand les gens disent, c'est mes premiers muscle-up, mais c'est un bras après l'autre. Mais c'est génial. C'est trop bien. Bien sûr que l'objectif, c'est de passer les deux coudes en même temps. Mais déjà, quand tu fais comme ça, un bras après l'autre, c'est déjà génial. T'as cette sensation de ok, je deviens fort. Ok, je deviens fort. Et ça, c'est plutôt cool. Attends, je regarde juste si le micro il marche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est bon, le micro marche. T'imagines là, après genre 20 minutes, le micro il marche pas, quel enfer. Du coup, c'est les premiers muscle-up. Tout ce qui est aussi premier back lever, je l'ai eu assez vite. Je pense que vous aussi, vous l'avez assez vite, ce back lever. Et je suis vite allé sur du one arm back lever. Je me rappelle, on s'entraînait sur Anneau avec mon frère, du coup, dans notre grenier, qui était un grenier aménagé où on s'entraînait, justement. Au début, c'était un peu comme une salle de jeu, où on jouait aux fléchettes, on jouait au ping-pong, etc. Et il y avait 2-3 trucs de muscu. Mais du coup, c'est vite devenu une salle de calisthénie avec une barre verticale pour faire tout ce qui est drapeau, shoulder flag, etc.
une barre de traction assez haute pour faire justement tout ce qui est traction et muscle up lesté aussi. Je me rappelle de mes premiers muscle up, mes premiers muscle up lestés à 10 kilos. J'avais 14 ans, mon frère me regardait en mode putain, t'arrives à soulever 10 kilos en muscle up. Bon, c'était bas de forme, mais j'en passais 3 ou 4. Et du coup, on attachait les anneaux aussi. Et c'est là où j'ai pu débloquer mon premier one arm back lever, et j'étais assez bon là-dessus, j'aimais bien le faire en compétition, et je vous encourage à en faire parce que c'est pas un truc qu'on fait beaucoup. Moi j'ai un seul élève qui en fait, c'est Loïc, et gros big up à toi, qui fait du one arm back lever, sinon les autres ne font pas forcément ça. Les premières handstand push-ups que je faisais, je me rappelle tard le soir dans ma chambre, avant de retourner, après avoir fait les leçons et tout, avant de retourner au collège le lendemain matin, avant de dormir, du coup, c'est là où j'ai fait mes premiers handstand push-ups contre le mur au début. Je me rappelle, j'avais une porte de placard où ça glissait bien, et du coup, je pouvais faire mes handstand push-ups contre le mur. Ça, je me rappelle que je faisais ça, mais à l'époque, les mecs, j'avais pas de programmation. Je faisais comme ça, ou les seules programmations qu'on faisait, on se notait 2, 3, 4 exercices, et donc on notait qu'un des exercices, et on faisait des séries, mais je sais pas, peut-être qu'on allait à l'échec, je me souviens plus trop. Moi, les gars, c'était il y a plus de 10 ans, ça. Je me souviens plus trop, mais je me rappelle de ça. Ensuite, les premiers instant push-ups, du coup, sans le mur, où là, plus j'avançais en calisthénie, plus je progressais là-dessus. Je me rappelle quand j'avais débloqué mes 7, c'était un soir chez mon père, j'en avais fait 7 comme ça, au sol des handstand push-ups. J'étais comme un dingue, putain, c'est un truc de ouf. Bon, maintenant, les 7, c'est facile, mais j'étais comme un dingue. Ma première straddle planche. Mes premières straddle planches, où justement, je suis en calbar, dans ma chambre, sur mon tapis de petite voiture que j'avais encore à l'époque, voilà, qui était un tapis que, vous savez, quand t'es gamin, tu le gardes, même quand t'es au collège, tu le gardes, il est là, tu vois, ça sert juste de tapis, et j'avais mes petites paras. J'avais quoi comme para à ce moment-là? Putain, je me souviens même plus. Quelle barre j'avais? Je crois que j'avais déjà des barres que mon frère, il a encore. En fait, nous, on construisait nos barres à l'époque. On prenait des tringles à rideaux, on les découpait, on mettait des cales, on mettais des clous, et terminé, hein. C'était ça, nos barres. Et d'ailleurs, mon frère a encore cette paire-là. Je vous avais déjà fait une story quand j'étais chez lui, au mois de mai. Je lui ai dit, cette barre-là, ça fait 10 ans qu'on les a. Et je faisais mes premières straddle planches, bien sûr bas de forme, ma jambe un peu pliée, etc. Mais c'est là où j'ai pu débloquer mes premières straddle planches. J'étais avec mon casque et tout, j'étais en calbar, je me disais, ok, moins il y a de vêtements sur moi, plus je vais être léger, plus ça va être facile. Ce qui est un petit peu le cas, et je faisais mes premières straddle planches. Bon, ça m'a pas empêché d'attendre 5 ans après, derrière, pour avoir la full planche. Voilà. Mais j'ai débloqué mes premières straddle planches comme ça. Mes premiers front lever, le front lever, c'était dur. Ouh, putain, c'était dur. Je me rappelle, je revenais du collège, en 4e, et je m'entraînais avec des 3e. Je pense à Guillaume, Arthur, Bastien, etc. Ils étaient en 3e, et ils trouvaient que c'était stylé ce que je faisais. Du coup, ils venaient au parc avec moi. Alors certains ont arrêté très tôt, certains ont continué très très tard, et ça c'est trop cool. Certains continuent encore, j'imagine. Et ils venaient avec moi, on était tous en vélo, on était au parc de street, parce que oui, j'avais déjà un parc de street dans le petit village où je suis né, parce que c'était pas un parc de street, c'était un parc juste il y avait des barres de traction et des barres parallèles dans un parcours santé, mais c'était trop bien, c'était super large et tout. C'est là où j'ai commencé le freestyle, et mes premiers fronts, j'ai encore une vidéo, putain, j'aimerais vous la mettre, mais du coup la vidéo elle est juste à 700 km d'ici, sur l'ordinateur chez ma mère, et du coup j'ai pas la vidéo avec moi, parce que c'est sur le disque dur du PC directement, où justement c'est un de mes premiers fronts où je suis en cuillère, quoi. Le bassin est un peu bas, épaule haute, les pieds qui partent vers le ciel, et on entend mon pote Guillaume qui filme, genre je tiens 2-3 secondes, il fait oh le bâtard. Et c'était mes premiers fronts, ont été loin de ce que je sais faire aujourd'hui, mais ça c'est des souvenirs, surtout quand c'est en vidéo en plus, ça te forge le souvenir, et t'es trop fier de ça, quoi. Mais c'était des sensations de dingue, c'est des sensations que je recherche encore aujourd'hui, et c'est des sensations que j'arrive à débloquer quand justement là je fais mes premiers sats, justement mon premier sat qui est un putain de souvenir aussi, c'était quand, genre mes premiers sats chez Livan ou chez Melvin, ça c'était il y a quelques semaines, ça c'est des gros souvenirs aussi, mais du coup c'est très récent, mais j'ai les mêmes sensations quand je débloque ça, quand je débloque 4 full press chez Livan il y a encore une semaine. D'ailleurs, c'est disponible dans mon vlog que j'ai sorti dernièrement. D'ailleurs, le dernier vlog qui est sorti, vous l'avez peut-être pas vu, je vous mets le lien en description, ou une petite fiche qui s'affiche ici, si j'y pense. Et surtout, moi, mes meilleurs souvenirs,
Bien sûr, il y a eu la full planche, mon premier one arm handstand. Ça, c'est des trucs qui marquent. Mais vu que pendant plus de 6 ans, même 8 ans, j'ai fait surtout du freestyle. Donc je mêlais agilité et force. Donc beaucoup de balanciers, beaucoup de 360, 540, etc. Moi, c'est mon premier 360. Alors pas muscle up 360, mais swing 360, comme vous l'avez l'habitude de voir. Où je me rappelle, on avait installé une structure un carré de barre chez moi à l'époque, qui tenait à peine parce que ça tenait avec des piquets, donc fallait toujours appuyer, on avait des câbles, fallait toujours taper sur le marteau pour resserrer la structure, c'était super chiant, surtout quand tu fais de l'agilité, du coup ça fait que de se balancer. Et je me rappelle un soir où je me la donnais, je mettais un gros projecteur de chantier et je m'entraînais tard le soir, musique, etc. J'écoutais du Eminem, je me rappelle Guts Over Fear. Putain, c'était un truc de malade. Et là, j'étais au lycée, et là, je m'entraînais tout seul, là. Parce que mon frère était pas là, il était pas à la maison, du coup, je m'entraînais tout seul, et je m'envoyais, je me rappelle, mon premier 360, je crois que je m'étais ouvert la main, et je suis sûr, je l'ai encore en vidéo, bordel. Faudrait que je le retrouve. Mon premier shrimp flip aussi. Putain, mais ça, en fait, ça, c'est 2 moves. Certains voulaient débloquer comme ça en 2-3 séances. Moi, j'ai mis des semaines, voire des mois. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'exemple. Très peu de personnes s'entraînaient pour ça. Genre vraiment en France, on était 5, 10 peut-être à faire de l'agilité. Du coup, en fait, quand je débloquais des 360, puis après des doubles 360, des 540, etc., j'étais un des seuls, les mecs. J'avais trop d'avance. C'est pour ça que quand j'allais en compète à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Espagne ou ailleurs en France, j'étais trop chaud. J'ai retrouvé une vidéo d'ailleurs sur un vieux disque dur que j'ai là. Une compète à Bordeaux en 2017. Le lendemain de la compète, on fait un entraînement agilité. Je fais des dislocs, etc. Je suis trop fort, tout le monde est choqué. Dans la vidéo, on voit Sango et tout. Même Sango était pas encore aussi fort, alors que maintenant il me met une minée. Genre, j'étais un des plus forts en agilité. Et du coup, j'ai vachement de souvenirs de ça. Et des putains de bons souvenirs de moi qui débloque mes premiers 360, mes premiers 540, mes premiers shrimp flip, les premiers dislocs. Tous ces trucs-là, c'était un truc de malade. Voilà, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur mes premières figures qui sont, on va dire, mes meilleurs souvenirs. Mes meilleurs souvenirs aussi, c'est mes premières séances avec d'autres pratiquants, parce que de base, il y avait juste moi et mon frère. Après, on a commencé à faire venir du monde dans la team, parce qu'on avait une asso, à un moment on était plus de 40, avec des gens qui venaient de plein de villages et de villes aux alentours de Rennes, etc. Ça c'était avant même que je rencontre Liven, etc. Donc c'était avant 2016-2017. Genre de 2014 à 2016, on était nombreux quand même. Et du coup justement, ça c'est un bon souvenir. Les premiers trainings au final. C'est là en fait où tu commences à te construire un cercle de gens comme toi au final, qui veulent les mêmes choses que toi, avec qui tu as des projets, etc. Donc ça, je m'en souviendrai toujours justement quand je m'entraînais avec les mecs du collège, ou le premier entraînement qu'on avait fait à Rennes avec, pour les anciens, Maxime Holnet, qui est un pompier de Paris. Il s'appelait Iron Pudzianowski à l'époque sur Facebook, et c'était un petit peu le mec connu en France, parce que c'était un vrai ancien. Il a commencé, ça se trouve, en 2011-2012, et il était assez connu sur Paris, très très fort, il gagnait pas mal de compètes. Il était venu un jour sur Paris, sur Rennes. Du coup, on avait dit à tous les potes de venir. On était genre une quinzaine juste pour le voir et s'entraîner avec lui. C'est génial. Ou quand Nabilson, qui est aussi un ancien du street, était venu dans notre village, justement à Bay, donc là où il y a genre 2000 habitants, il était venu à notre spot où on a commencé, on était tous venus pour s'entraîner ensemble. Et là en fait, quand tu t'entraînes avec des mecs qui sont loin, donc des mecs de Paris ou d'ailleurs, et tu te regroupes, là t'es en mode waouh, putain, donc on n'est pas les seuls en fait à faire ça en France, on est beaucoup, et c'est ouf parce que maintenant, en 2026, on est des dizaines et des centaines de milliers dans le monde en fait à faire de la calisthénie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque on était très peu, très très peu. Donc ça aussi c'était des putains de souvenirs. Mes premières compétitions, c'est là où justement j'ai pu prendre confiance en moi. Parce que en fait, quand tu t'as jamais fait de grosses compétitions comme ça sur Paris et que t'es devant peut-être 500 personnes, 1000 personnes ou plus que ça encore, tu te chies dessus au début, surtout quand t'es un gamin qui a 15-16 ans. Mais t'apprends beaucoup de ça. T'apprends à chauffer le public, t'apprends justement à utiliser l'énergie du public
pour le mettre dans ton freestyle, dans tes planches, dans tes front levers, etc. Et du coup, j'ai d'énormes souvenirs de mes premières compètes. Déjà, ma première, qui est le pull and push à Paris. Je crois que c'était le pull and push 4. Donc là, on parle de ma première compétition en 2014. Ça faisait même pas un an que je faisais de la calisthénie. Ça faisait genre 6 mois. Et je partais déjà en compétition. Je tentais une straddle planche, je l'avais pas. Mon front était nul. J'avais juste un back lever. Et peut-être un one arm back lever, c'est tout. J'avais des muscle ups comme ça. J'étais nul. Mais j'ai encore la vidéo. Hein. J'ai encore la vidéo. Je vous ferai des vidéos si vous voulez sur YouTube pour réagir à ça. Après, ma deuxième compète, c'était le Freestyle Survivor en 2014, en région parisienne aussi, organisé par les Bar Tigers. Là, j'étais allé loin dans les battles, parce que du coup, j'avais gagné, etc. J'avais un petit peu d'agilité, un petit peu de force. Bon, comparé à ce qu'on peut voir aujourd'hui en compète, c'était bas de forme, mais c'était cool. En fait, c'est ça, c'était cool, bordel, pour l'époque. Et c'est là où j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, des mecs que je côtoie, avec qui je discute encore. C'est ouf, ça fait genre 12 ans que je les connais. Après, bien sûr, il y a eu le FIBO 2015. Je me rappelle, je demande du coup à au CPE de mon lycée, ouais, je vais devoir partir pendant, je vais louper 2 jours de cours, etc. Pour faire quoi? Je vais en Allemagne, dans le plus gros salon du body fitness au monde ou d'Europe, faire une compète de street. Il m'a dit, mais c'est génial. Pourtant, lui, à ce qui paraît, il était sévère et tout. Il m'a vu sur ça, il m'a fait, c'est génial, vas-y, trop bien. Il m'a même dit, ouais, il y a de la bonne bière là-bas. Genre, j'avais 15 ans, le mec, il me dit ça. Je pensais pas que j'allais être un aussi gros buveur de bière après, tu vois. Et là, le FIBO, je m'étais vraiment chié dessus. Parce que c'est des milliers de personnes qui te regardent. Bah, vous voyez, le FIBO aujourd'hui, où il y a plein de monde autour, bah, c'était déjà ça à l'époque, en 2015. Voilà, et j'ai fait ça. Bon, j'ai perdu dès le début, je me suis littéralement chié dessus. J'avais la crotte au cul. Après, il y a eu le Battle of the Bar à Madrid. Oh, là, c'était un peu ma révélation. Enfin, la révélation, c'était genre moi qui deviens fort. Donc ça, c'était en 2015 aussi, mais fin 2015. Ça devait être genre un truc en septembre. Il faisait très chaud, je me rappelle, à Madrid, au salon du body fitness Arnold Classic. Là, pareil, il y a beaucoup de monde autour. Et là, je crois que je fais deuxième ou troisième. Je sais plus, j'ai un doute. Et le premier était... le premier, il gagnait la place pour un Battle of the Bar à Los Angeles, tout frais payé. Voilà. J'ai fini troisième ou deuxième. J'avais bien le seum. Imagine-toi, à 15 ans, on t'envoie à Los Angeles... non, j'avais 16 ans là. À 16 ans, on t'envoie à Los Angeles pour un Battle of the Bar. Pour les gens qui connaissent pas Battle of the Bar, c'était une des plus grosses compètes à l'époque, organisée par WCO. Mais ils font plus trop... Je crois qu'ils font peut-être 2-3 compètes à Las Vegas et Los Angeles, mais c'est un petit truc. Donc voilà, ça c'était un truc de ouf. C'était un truc de malade. Donc vous voyez, en fait, grâce à ces compètes, bah moi et les autres, on prend confiance. Parce que tu commences à avoir l'habitude de performer devant des centaines et milliers de personnes, tu vois. Après, tu postes ça sur Instagram, les gens voient, etc. Donc c'était trop bien. Mes années SWA aussi, ça c'était des putains de souvenirs, mes années SWA avec la marque. Parce que je suis passé de je suis un athlète à ok, je commence à entreprendre dans ce sport-là, dans la calisthénie. Et mes meilleurs souvenirs, oui, bien sûr que c'est le lancement de mes premières collections, voir le Shopify qui fait ding 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 ding, et tu vois du coup tes premières commandes, même si voilà, j'ai eu je pense environ 1000 clients pour plus de 1000 commandes. Je sais pas combien de chiffre d'affaires j'ai fait en 5-6 ans, c'est que dalle. On a fait, je sais pas, entre 50 et 70 000 euros de chiffre d'affaires. Genre, c'est rien. C'est rien. C'est ce que je pourrais faire en une année en coaching. Mais je veux dire que malgré ça, le fait que ça a été un flop businessment parlant, ça a été des putains de souvenirs. Parce que bien sûr, c'est les premiers shootings avec d'autres athlètes, c'est les premiers podcasts, parce que j'avais lancé mon SWA podcast avec la marque. C'est aussi les voyages, en fait c'est surtout ça. C'est les athlètes que tu commences à sponsoriser. Tu payes des Airbnb là où il y a des compètes. Je me souviens, je sais pas, par exemple en Espagne avec les mecs qui avaient participé à la SWAB, Youssef, Yvan, Adrien et tout. D'ailleurs on va refaire ça avec Adrien cette année, c'est ça qui est marrant. Du coup on va reprendre Airbnb tous les deux, ça va me rappeler des souvenirs, parce que j'avais fait ça, je leur payais du coup le Airbnb, j'essayais de participer pour leur payer du coup leur trajet en avion, etc. Alors que moi je gagnais pas de thunes, les mecs, je mettais tout là-dedans, c'était génial. Mais on a vécu des trucs de ouf. Ou à Stockholm,
fin 2023. Je me rappelle parce que là, on avait fait un Airbnb, il y avait Adrien, Yvan, Lucas qui fait du coaching, hein. Il était venu avec nous. Ismaël Moreau, qui a fini genre juste deuxième à la SWAB l'année dernière. Il était avec nous. Et voilà, je prenais en charge du coup le Airbnb. En fait, j'essayais de mettre les athlètes bien pour qu'ils puissent performer le jour J. C'était mon rôle en tant que sponsor de faire ça. Alors bien sûr, normalement, un sponsor, ça paye tout. Et en plus, ça donne un salaire en plus. Juste, moi, déjà, j'avais pas de salaire. Et je payais mon URSSAF 6 mois après. Donc au final, je faisais juste le maximum que je puisse faire, tu vois. Voilà. Mais tous ces trucs-là, ça... Putain, c'est des putains de souvenirs. Voilà. Les premières séances à l'étranger aussi. Voilà. Parce que du coup, j'ai facilement connecté avec des gens grâce à la calisthénie. Donc quand j'étais en Espagne, quand j'avais 18 ans, j'étais allé en Espagne, tu vas dans un parc de street et tu te fais des potes comme ça. Ou dernièrement, quand j'étais à Bali ou à Kuala Lumpur ou à Budapest, où tu vas dans des salles carrément de calisthénie et tu connectes super vite avec les gens grâce à la calisthénie. Ça, c'est des putains de souvenirs. Vous voyez ? Et aussi, un de mes grands souvenirs, c'est mon premier séminaire que j'avais organisé avec Lucas l'année dernière, en juin dernier. C'est un accomplissement de plein de choses. Là, c'était un accomplissement quand même de presque un an de coaching. Viens, on le fait en vrai. Viens, on réunit des gens dans une salle, on leur fait des cours théoriques le matin, on boit du café, on mange des croissants, après on se fait un resto ensemble, et après on va s'entraîner ensemble dans une salle. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire. Et d'ailleurs, la prochaine édition, alors ça sera pas avec Lucas, même si normalement il viendra quand même pendant quelques jours, ça sera du coup avec une autre personne. Putain, mais faut qu'on l'annonce bientôt là. Bon, je vais pas dire qui c'est maintenant. Vous savez quoi ? Je dis qui c'est. J'organise ce séminaire du coup en août pendant 5 jours complets. Donc c'est une semaine de séminaire, on va dire une semaine comme si c'était une semaine de travail quoi, mais c'est du dimanche soir au samedi matin. Donc c'est 5 jours complets, mais on va dire qu'on part sur une semaine de séminaire, camp d'entraînement, vous l'appelez comme vous voulez, de stage, avec le fameux coach Guillaume Rosy sur Instagram. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, parce que vous êtes tellement dans la calisthénie que vous ne voyez pas autour, mais Guillaume est quand même passionné de calisthénie, et plus aussi j'imagine dans la perte de poids, prise de muscle, etc. Il est assez connu quand même sur les réseaux parce qu'il a plus de 50 000 abonnés, et c'est avec lui que je vais organiser du coup ce séminaire parce que on a la même vision là-dessus, et du coup on organise ça tous les deux. Voilà, donc on a bien avancé, on a signé le contrat pour la villa, on a signé le contrat aussi pour emmener une structure de street sur place à côté de la piscine. Oui, je vous dis, c'est un truc de ouf. Voilà. Quand je vous disais que ce séminaire-là, ça sera juste un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Ok ? Donc là, on est en train de bosser là-dessus, mais c'est pas finalisé pour en parler, on va dire publiquement, même si je suis en train de le faire. Voilà. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un message dès maintenant si vous voulez, entre guillemets, réserver votre place, en savoir plus, comme ça, à la limite, on se fait un petit call et tout pour savoir si ça vous intéresse. Et du coup, ce premier séminaire-là, du coup, que j'ai organisé avec Lucas, ça a été aussi un magnifique souvenir parce que voilà, ça concrétise pas mal de choses, et c'est là où on voit que ça te permet, t'arrives à réunir en fait des gens qui te font confiance pour que tu puisses leur transmettre des choses, transmettre une vision de la calisthénie, une vision de l'entraînement, etc. Voilà. Donc c'est bien plus que juste rassembler des gens pour s'entraîner avec eux. Là, c'est des gens qui te font confiance, qui payent pour venir, pour que tu leur donnes de la valeur à l'entraînement, pour que tu puisses leur partager du coup ta vision de l'entraînement, ta vision de la calisthénie, etc. et passer un beau moment avec toi. Donc ça, c'est juste un truc de ouf, et c'est un truc que je veux recommencer et qu'on va recommencer fin août du 23 au 28, 23 au 29. Bref, dans tous les cas, dans le prochain épisode de podcast, je pense, je vais vous l'annoncer proprement, etc. Je vais vous dire tout ce qu'on va mettre, parce que du coup, il y aura beaucoup d'activités, il y aura sûrement des guests qui vont venir. Je vais inviter 2-3 athlètes de haut niveau, d'autres coachs qui vont nous faire des masterclass. Enfin bref, ça va être juste une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Et là, l'objectif, nous, c'est de du coup sur le entre guillemets le chiffre d'affaires qu'on va faire sur ce séminaire, c'est tout réinvestir dans le séminaire. Donc nous, entre guillemets, on prend rien, et vu qu'on veut faire
vivre la meilleure des expériences, on s'est dit, et si du coup tout le pognon, on le prend, mais pas pour nous. On remet tout sur la table, comme ça, on a des restos de ouf, on a un chef cuistot de ouf, on a de la bouffe de ouf, on a des activités de ouf, on peut faire venir, je sais pas, un ou deux athlètes de haut niveau comme ça, pour faire des cadeaux. Si on faisait ça, voilà. Contrairement à d'autres coachs qui pourraient se dire, ah super, je vais faire un séminaire comme ça, je vais pouvoir gagner du pognon. Voilà. Et nous, on s'est dit, et si on gagnait pas de pognon? Parce que dans tous les cas, c'est pas notre métier de faire ça. Nous, notre métier, c'est de faire du coaching en ligne, pour l'instant. Ou du mentorat en ligne. Voilà. Là, c'est... Moi, en fait, c'est mes vacances de rêve que j'organise en finale. C'est mes vacances de rêve. Enfin, c'est nos vacances de rêve avec Guillaume qu'on veut organiser. Voilà. C'est juste ça. Du coup, est-ce qu'on veut te payer à faire des vacances? Non. On se dit, vas-y, tiens, viens, on réinvestit tout. C'est génial. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà pour cette rubrique de mes meilleurs souvenirs de mes 12 ans en calisthénie. Mais maintenant, j'ai quand même envie de vous parler de mes doutes. Parce que vous avez sûrement des doutes, vous aussi, aujourd'hui. Et moi aussi, je suis passé par beaucoup de doutes. Et j'en ai encore, forcément. Combien de fois j'ai pu... J'aurais pu, en fait, arrêter la calisthénie à tout jamais. Combien de fois aussi j'ai douté de mes capacités, de ce sport, etc. Voilà. Premièrement, je bois juste un petit coup. J'ai beaucoup douté parce que, et là je parlais vraiment de mon niveau en calisthénie, j'ai jamais trop gagné de compète. Mais quand je dis trop gagné de compète, j'en ai gagné, je pense je pourrais les compter sur ma main. Ou alors je pense c'était, les compètes que j'ai gagnées, c'était des petites compètes. Genre des petites compètes, même pas nationales, c'est des petits trucs au final. Vous voyez? Donc, sur plus de 50 compétitions quand même, auxquelles j'ai participé, ouais, je pense environ 50 du coup, parce qu'il y a 1 an et demi, j'en avais fait 40, un peu plus de 40, là j'en ai refait pas mal. Cette année, j'en ai pas encore fait, mais peut-être que ça viendra. Sur 50 compètes, quand t'en gagnes genre 3 ou 4, ça pique. Là, ton ego, il en prend un sacré coup. Tu te dis, ok, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que c'est fait pour moi ce sport? Est-ce que c'est fait pour moi le haut niveau? En fait, ça remet en doute tes capacités pour devenir un athlète de haut niveau. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des compètes de haut niveau, et c'est ce que je faisais. Battle of the Bar, King of the Bar, plein de compètes comme ça. J'en oublie carrément les noms. Même encore, il y a pas si longtemps, BFC, Static Cup. En France, j'en ai pas fait beaucoup. Ça, c'était du coup en Belgique. Ouais, si, championnat de France, etc. Mais je veux dire que, du coup, oui, j'ai fait des compètes où il y avait du haut niveau. Donc j'ai fait des compètes entre guillemets à l'époque, ça a été du niveau de Ristov, etc. Tu vois, donc des mecs qui étaient genre ultra chauds. Et moi je faisais ça, mais du coup j'avais le niveau d'en dessous. Donc au final, tu sais, t'es le mec qui fait toutes les compètes de haut niveau. Donc t'es assez entre guillemets connu dans le milieu compétitif, Matt et tout avec son freestyle, mais tu gagnes jamais. Et déjà aussi parce que souvent je suis tombé sur des grosses têtes d'affiche. Genre j'ai fait au FIBO, j'ai perdu contre Small Spartan. Bon, vous connaissez peut-être plus, mais à l'époque il était très chaud. Eric Ortiz, j'ai perdu contre lui. Victor Kamenov, j'ai perdu contre lui. Roger Jiménez, j'ai perdu contre lui. Ça, c'était les mecs, ils étaient dans le top 5 monde à l'époque. Hein. Est-ce que j'ai déjà fait un battle contre Sango? Peut-être. Je suis en train de réfléchir contre qui j'ai fait des battles. En fait, putain, limite, j'en oublie, tu vois. Mais ça, c'est les plus grosses têtes d'affiche. Donc ça, c'est quand j'avais entre 16 et 18 ans que je me suis tapé, quoi. Donc là, ça fait mal. Et souvent, c'était dès le début de la compète. En mode, super, tiens, il y a une compète, tiens, on va te mettre le gagnant de la compète, tiens. Ou le mec qui va finir deuxième. Ok? Donc tu fais contre lui. Comme ça, tu reviens un petit peu sur terre et tu vas t'entraîner, Matt. D'accord? Donc voilà, je me suis souvent pris des grosses claques dans la gueule comme ça dans mes compètes, et ça remet pas mal de choses
bah ça te met du doute. Est-ce que du coup je suis assez fort? Est-ce que vraiment je dois continuer? Est-ce que voilà. Et je suis passé au-delà de ce doute-là et j'ai toujours continué. Et j'ai appris du coup maintenant à faire des compètes peut-être plus pour moi, pour le public aussi, sans pour autant me dire ok donc si je perds je suis vraiment une grosse merde et j'arrête le street. Voilà. Et c'est pour ça que j'en fais encore actuellement. Alors je sais que ça fait mal à l'ego et pour certains perdre 3 compètes c'est la fin du monde. Voilà, parce que ça a touché un peu votre petit ego. Vous êtes là, ah non moi j'aime pas perdre. Ah, c'est trop dur de perdre. C'est trop dur. Ah non moi je suis pas fait pour perdre. Je préfère gagner. Bah oui, bien sûr qu'on préfère gagner. Mais je veux dire que tu auras plus de chances de gagner si tu restes sur le long terme aussi. Ok. Donc tu perds, c'est normal. Putain c'est la life. Mais c'est pas parce que tu perds entre guillemets le truc créé par l'homme qui s'appelle la compétition que t'as pas gagné d'autres choses. Tes compétences, de la confiance en toi, etc., etc. Ok. Et moi, au final, je pense que j'ai gagné beaucoup de choses en perdant. Ok. Un de mes plus gros doutes aussi, c'est ma capacité à progresser sur les figures de force, notamment avec l'apprentissage de la full planche. Je vous ai dit, j'ai mis 6 ans à avoir la full planche. Première straddle, je l'ai eu en quelques mois. Ok, elle était pas clean form, mais c'était quand même une bonne straddle tenue, qui était validée en compète à l'époque, qui serait peut-être moins maintenant. Et après, 6 ans après, enfin la full planche. Vous voyez. Donc là, tu te poses la question, est-ce que vraiment, c'est tellement c'est lent, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Ou est-ce que je l'aurai jamais? Maintenant, je fais des full planches, c'est toujours dur pour moi, parce que oui, la planche c'est dur pour moi, je l'avoue. Est-ce que j'avais les meilleurs, est-ce que j'avais les meilleurs inputs, les meilleurs entraînements justement sur la planche? Je ne pense pas. Je suis même sûr que non. C'est pour ça que je l'ai pas eu assez vite. Si j'avais eu mon programme d'entraînement de 2020 en 2015, oui, j'aurais eu la full planche bien avant. Ça c'est sûr. Mais j'ai appris de tout ça. À l'époque, les mecs, il n'y avait pas de tuto sur Insta, il n'y avait pas sur Insta, sur YouTube. Il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de séminaire et tout. Ça n'existait pas, les mecs. Ok, on parle d'un sport qui était presque mort. Les gens disaient oui c'est cool là, tu t'amuses à faire des figures, à faire de la gonflette de rue. Bon c'est un effet de mode, hein. T'es au courant que ça va s'arrêter. Maintenant on en parle sur M6 de la calisthénie. Voilà, on en parle partout et c'est des dizaines de milliers de pratiquants qui commencent chaque année. Alors certains qui arrêtent forcément comme dans tous les sports. Forcément. D'ailleurs je reviens sur un truc. Quand j'avais créé ma marque de street, il y a un mec qui m'a dit ah mais il y a pas assez de monde dans le street workout, dans la calisthénie. Enfin je veux dire une fois que t'auras vendu à tout le monde, après il y aura plus personne. Et j'ai regardé, j'ai fait quoi? Ben, il y a toujours des nouveaux qui commencent un sport. Certains arrêtent et certains commencent. Dans quel le mec pensait que non les gens qui font du street en 2020 ça sera les mêmes personnes en 2026 et il n'y en aura jamais de nouveau. Bon, il était un peu déconnecté ce mec. Je savais pas qui c'est mais il a déjà fait de la télé-réalité. C'est une blague hein, bien sûr, je dis pas que tous les gens qui font la Stock Story ou les Anges ou les Marseillais sont complètement cons. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que il était peut-être limité sur certains aspects de réflexion, comme celle-ci. Mais ouais, mais vu que tu vas vendre à tout le monde, après, il y aura plus personne. Oui. C'est vrai que Apple, ils se disent, putain, quand tout le monde aura acheté un iPhone, on fait comment? Bah déjà, t'as des nouvelles personnes qui veulent acheter des iPhones, et en plus, t'as des nouveaux modèles. Non? Je sais pas, genre, après iPhone 14, t'as un 15, un 16, un 17, un 18, un 20, Putain... Comment tu peux te dire, attends, mais une fois qu'on a vendu des iPhones à tout le monde, mais attends, mais on fait comment après? On va plus vendre d'iPhone? Bah si, tu crées tellement de hype qu'au final, ton iPhone 14, t'as envie de le jeter par la fenêtre, et t'achètes un 15, et un 16, et un 17, etc. Bref. Trop drôle ce genre de réflexion. Donc voilà, cette full planche que j'ai mis 6 ans à avoir, compliqué. Après voilà, comme un touch que j'ai mis peut-être 3-4 ans, Enfin, j'ai galéré sur énormément, mais genre One Arm Handstand aussi. En fait, tout. J'ai mis beaucoup de temps. Voilà. Sur le fait aussi de m'entraîner tout seul. Ça, c'est un truc au début, j'arrivais pas. Et c'est pour ça aussi que je pense j'ai galéré à m'entraîner en statique.
à avoir mes planches, mes frontes, etc. Parce que déjà, j'arrivais pas à m'entraîner tout seul. J'avais pas la motive. Je voyais pas l'intérêt. J'étais en putain, c'est chiant. Pourquoi? Parce que j'avais connu mes premières années à faire du freestyle sur des grandes barres au parc, il y a plein de monde, etc. Et on s'entraîne ensemble. Là, de m'entraîner tout seul, en freestyle, ça allait encore, j'aimais bien. Alors que maintenant, ça serait l'inverse. Freestyle tout seul, je peux pas, faut que je sois accompagné. Alors que la force, maintenant, je peux m'entraîner tout seul. À l'époque, j'avais pas la motive. Parce que je trouvais ça juste chiant. Je me disais, mais il est chiant ce sport. Voilà. Et ensuite, bien sûr, pour progresser, surtout à partir de 2020, c'est là où j'ai commencé à créer des progs. Ou comme encore maintenant, mettre des créneaux dans mon agenda pour m'entraîner. Truc tout con, mais genre si tu planifies pas des séances et que t'as déjà la flemme d'aller t'entraîner, c'est horrible. Tu vois? C'est pour ça que les gens prennent des coachs, par exemple, des fois en présentiel, en muscu, en perte de poids, etc. Bah parce que tu sais que ton coach te met du coup un créneau dans ta semaine et qu'il est là et du coup tu dois y aller. Tu vois? Donc, comme quoi ça aide pour aller s'entraîner. Et nous, on est dans un sport qui est quand même assez solitaire. Tu t'entraînes un peu en solo. Et du coup, si tu te mets pas une obligation et que t'as la flemme, bah tu vas pas t'entraîner, mon pote. Hein, et tu vas pas progresser. Et tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Il y a pas un club avec un coach qui va te dire viens à cette heure-ci, on va travailler ça, on va travailler ci. C'est plus compliqué. C'est pour ça que pour certaines personnes, avoir un coach, parce que moi, certains de mes élèves me disent ça, bah, je pense plus de la moitié me disent ça en mode j'aime bien parce que c'est dans mon agenda. Je sais que mardi, je dois m'entraîner, je dois faire la séance 1, la séance, je sais pas, planche et front lever. Et que le mercredi, je dois faire la séance back lever et handstand, par exemple. Tu vois? Ils savent, c'est dans leur agenda. Et c'est ça qui aide aussi. Et moi, vu que j'avais pas ça, j'arrivais pas. J'arrivais pas à me motiver. Voilà. Donc là, j'ai eu de gros doutes. Je me suis dit, putain, mais c'est trop dur ce sport. C'est beaucoup trop dur. Et aussi, il faut savoir, un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait des pauses. J'ai dû faire 2 ou 3 pauses de plusieurs mois qui m'ont fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que quand vous faites de la calisthénie, quand vous faites un sport en général, genre c'est fine de... Putain, faut que j'arrête de sortir des mots anglais là. C'est ok en fait de faire des pauses en fait. Non mais en vrai c'est ok de faire des pauses. Genre on est là en mode ouais mais si tu fais une pause de 6 mois t'es une merde. Bah, allez vous faire foutre, moi je vais prendre une pause de 6 mois et je vais revenir, je vais être encore plus fort, vous allez voir. Des fois on a un ras-le-bol, on a plus envie de s'entraîner, on a d'autres projets et c'est comme ça. Moi j'ai fait une pause, je crois que c'était de 2022 à 2023. Non, 2023 à 2024, j'ai fait une pause de 9 mois. Pendant 9 mois, en plus, j'ai même pas fait de sport, les mecs. Hein. Je suis allé 3 fois à la muscu. Bon, j'ai pris un abonnement, je suis allé 3 fois. J'ai payé 300 balles l'année. Merci Basic Frites. J'ai couru 2-3 fois, j'ai fait du vélo 2-3 fois, et puis voilà. Genre, en 9 mois, j'ai fait ça tellement j'étais concentré, du coup, sur mon taf de ma marque à l'époque. Je me suis dit, putain, j'arrive plus à m'entraîner, c'est pas ma priorité numéro 1. J'ai fait une pause. Et c'est ok. J'ai fait une pause, ça m'a fait du bien, et quand j'ai repris, j'ai jamais autant progressé en un mois, donc j'ai eu des putains de sensations. J'arrivais à peine à faire une straddle et un front, et en un mois, j'ai redébloqué une full et des front lever pull-ups. Alors pas le niveau d'aujourd'hui, mais je veux dire que j'ai bien progressé en 1 ou 2 mois. Je disais sur Insta, je me rappelle que j'avais la meilleure progression du game, forcément. Quand t'as déjà eu un niveau, tu peux le récupérer beaucoup plus rapidement. Et en fait, ces 9 mois m'ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien. Et quand j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai trop kiffé. Là, en 2024, c'était un truc de ouf. Et là, ça fait 2 ans que j'ai repris. Un peu plus de 2 ans que j'ai repris. Et sinon, j'avais fait 9 mois de pause, les mecs. Et en 2018 aussi, j'avais fait 8 mois de pause. Et je crois, j'ai eu d'autres périodes dans ma vie où j'ai fait 1 ou 2 mois de pause comme ça. Et on a le droit de le faire. Ok? Au début, j'avais des doutes. Je me disais, putain, mais ok, mais si je prends autant de pauses, du coup, je vais être moins fort, machin. Mais ce qui compte, c'est combien de temps tu vas rester dans le game, en fait. Et c'est pas une pause de 6 mois en 10 ans de calisthénie qui va faire la diff. Ça peut faire la diff sur du court terme, ouais. Mais justement, ça peut faire la diff sur du long terme. Ça peut te faire du bien. Il faut mieux prendre une pause de 6 mois en mode, hey, c'est quoi là pendant... Après, tu sais pas trop, tu dis, allez, pendant 3 à 6 mois, je pense, je vais arrêter la calisthénie. J'ai envie de remettre, j'ai envie de refaire un peu de muscu, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie de faire un autre sport. Et après, la calisthénie te rappelle. Quand ça fait longtemps que t'en fais, t'inquiète pas, elle va te rappeler. Et tu vas kiffer. Et cette pause-là, tu
Tu te dis putain, je l'ai bien mérité et elle m'a fait du bien. Voilà. Et c'est ok. Moi, j'avais adoré du coup faire cette pause-là. Et peut-être que je sais pas, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je referai une pause de 3 mois, de 6 mois. Potentiellement. Peut-être que je m'entraînerai juste une fois par semaine pendant 6 mois. Pourquoi ? Parce que j'aimerais mettre mon énergie ailleurs, parce que je sens que j'ai besoin de cette pause-là. Mais vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de... Ouais mais non, si j'arrête de m'entraîner pendant 6 mois, je suis une merde. Non, arrêtez de vous entraîner si vous sentez que vous avez besoin d'arrêter de vous entraîner. C'est juste ça. Vraiment, faire une pause, ça peut être le meilleur choix de votre vie. Vraiment, vous vous rendez pas compte. On enchaîne. Ça fait déjà 1 heure. J'espère que la batterie de la caméra va tenir, parce qu'elle n'est pas branchée. Ça se trouve, le projet de maison, je vais vous expliquer dans le prochain podcast, sinon ça va être trop long. En fait, dès que je commence à parler du passé, etc., moi, je vais trop loin. Je vais trop loin. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify quand même. À vous abonner aussi si vous voulez. Comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, en fait je m'en fous. Vous pouvez vous abonner comme vous pouvez pas vous abonner. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les épisodes de podcast aussi. Je sais que certains découvrent le podcast en ce moment et ne vont pas écouter cet épisode là parce qu'ils veulent écouter depuis le début. Je sais, je discute avec vous sur Insta, je sais. Vous écoutez l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là souvent vous me dites « Ah, je suis à l'épisode 15 !» Je dis « Mec, je viens de sortir le 62 là. Bon courage mon pote. » « Ouais t'inquiète, j'aime bien recommencer à 0. » Ok. En vrai si vous voulez. Moi ce que je vous conseille, là vu qu'il y a plus de 60 épisodes, ne recommencez pas à 0. Regardez dans les titres ceux qui vous intéressent le plus et écoutez ceux qui vous intéressent le plus. En fait ça c'est un coup vous écoutez les 10-15 premiers et au final vous en avez marre et du coup vous lâchez. Alors qu'au final il y a sûrement des épisodes qui peuvent vraiment vous intéresser. Dans les 60 épisodes, il y en a sûrement plusieurs qui peuvent vous intéresser. Donc ne vous forcez pas à tout écouter depuis le début. En vrai, ça sert à rien. Enfin si, ça sert si vraiment vous êtes fan de moi. Non, je rigole. Non mais si, parce que vous apprenez énormément de choses. C'est vrai. Pour quelqu'un qui a écouté 60 épisodes de podcast, enfin 62, 63 avec celui-là, bah forcément vous prenez un temps d'avance sur les autres. C'est sûr. C'est sûr. Des fois on me pose encore des questions. Matt, comment on fait pour... je fais une séance front et une séance planche. Frère, j'en ai parlé 15 fois dans mes podcasts. Si t'avais tout écouté, t'aurais pris de l'avance et t'auras déjà ton front et ta planche. Voilà. J'ai envie de vous raconter à quoi ressemblait le Matt Braise, qui n'était pas Matt Braise à l'époque, avant la calisthénie, avant qu'il découvre la calisthénie. Alors je regarde souvent à droite parce que j'ai une trame quand même pour ce podcast, sinon les gars, je parle pendant 6 heures. Et je pourrais faire un podcast où je parle pendant 6 heures, je suis sûr. Si je reviens sur plein de trucs, c'est sûr à 100%. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie de faire un podcast de 6 heures, je préfère faire des lives. Le projet live, les mecs, il y a un jour, putain, je vais vraiment le faire. Déjà, j'ai repris les vlogs, comme vous avez pu le voir. Le lien du dernier vlog est en description. Vraiment, allez le voir. C'est une pépite. On rigole bien et tout. Je vous montre un peu ma life, pas clairement ma life. Je vous montre mes potes, je vous montre Toulouse, parce que là je suis à Toulouse, là je viens d'arriver à Toulouse, je vous montre pas mal de choses. Mais du coup, les vlogs, c'est un truc, j'ai pas envie d'en faire un par semaine, etc. C'est de temps en temps, je me fais kiffer quand il y a des trucs à montrer. Et les lives, ça peut être trop cool. Parce que vu que maintenant vous êtes quand même assez nombreux à écouter mes épisodes de podcast, et j'imagine que voilà, vous aimez bien être en ma compagnie parce que voilà, des fois c'est marrant, des fois vous apprenez des choses, des fois c'est émouvant, etc. J'ai envie de vous transmettre ça en live, comme ça je peux participer avec vous, etc. Ça peut être trop cool. Voilà, donc on fera un Discord, un Twitch, plus tard, sur Twitch et sur YouTube par exemple, et on fera des lives de 6 heures comme ça le soir. Alors vous serez pas obligé de venir pendant 6 heures, sauf pour les plus déter, mais au moins vous venez, vous dites bonjour, vous posez 2-3 questions, on regarde des vidéos ensemble, on regarde mes anciennes vidéos, on regarde des vidéos de maintenant, on peut faire des analyses techniques de vos vidéos. En fait, en live, les mecs, c'est un truc de ouf tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que des trucs que je fais en coaching moi, donc des analyses techniques de mes élèves, on pourrait le faire en live de temps en temps, donc des analyses techniques de vos figures, des réactions à des anciennes vidéos de moi, des réactions à des vidéos sur Insta je sais pas, des reportages, des documentaires ou des vidéos YouTube que vous m'envoyez, training en live,
Voilà, d'ailleurs ça c'est dans mon projet maison, j'ai un setup avec plusieurs caméras, avec tout le matos derrière où je peux m'entraîner en live avec vous, limite vous montrer 2-3 trucs en live. Je peux même vous faire rentrer dans les lives, comme ça vous pouvez, je sais pas, montrer des films. Oh, ça va être trop bien. Eh les gars, c'est pour ça que j'ai pas envie de mourir maintenant, j'ai trop de choses à faire dans la calisthénie. Et j'ai pas envie de quitter ce monde sans avoir tout essayé. Tout essayé. Je sais que ça fait peut-être beaucoup de projets, et comme vous savez très bien, vous connaissez ma philosophie, un projet à la fois, faut être ultra focus. Voilà, dernièrement, moi j'étais ultra focus du coup sur mon business de coaching. Parce que voilà, je veux apporter le meilleur des résultats à mes élèves, et je veux avoir de plus en plus d'élèves pour faire aussi grossir le truc, forcément. Mais je sais qu'après, il y aura peut-être d'autres focus. Là, déjà, en ce moment, je commence à avoir d'autres projets comme le séminaire d'une semaine. Mais ça, le séminaire d'une semaine, ça va être surtout, sur une semaine, ça va être très intense. C'est-à-dire que là, je bosse 2 heures par semaine dessus, donc ça va encore. On se fait des réus, des trucs comme ça, mais voilà, c'est pas trop énergivore. Il y a aussi ISN. Voilà, j'aide pour l'organisation d'ISN. Là, pareil, moi, ça me prend 2 heures par semaine pour les réus. Ça va encore. Mais voilà, c'est quand même des projets qui me tiennent à cœur et j'ai envie de tout faire. J'ai envie qu'on réussisse ISN cette année, qu'on réussisse notre séminaire. Oh putain, j'ai d'autres projets, les mecs, ça va être. Mais là, je vais pas en parler parce que j'ai un autre projet de malade. Pas de malade, c'est bon, j'extrapole un peu. En fait, le projet de mon séminaire déjà. Il y a d'autres coachs qui se sont inspirés de tout ce que j'ai raconté dans mes podcasts, etc. Du coup, qui font la même chose. Ok, c'est cool. Moi, j'aimerais que tous les coachs fassent des séminaires, c'est trop bien. Par contre, là, j'ai un autre projet d'event. J'aimerais être le premier à le faire, s'il vous plaît. Donc, je vais pas en parler. Voilà. Et le jour où je le ferai, tout le monde va faire, ah putain, mais c'est possible ça? Vraiment, parce que souvent, on peut se poser la question si c'est possible. Mais moi, je me dis, attends, mais c'est possible de faire ça? C'est pas un peu bizarre, limite, de faire ça? Et justement, c'est parce que je me suis posé les questions que je me suis dit, mais je vais le faire. Je vais le faire, bordel de merde. J'ai trop hâte de vous en parler. Bref, c'est bon. On revient un petit peu dans le podcast. Donc le Mathias, avant la calisthénie, était un ado normal. Voilà, qui n'ose pas trop parler, qui ne s'affirme pas. Voilà. C'est pas la vedette de son collège, loin de là. Non. Il avait une grosse acné, une acné bien sévère à l'époque, et oui, j'ai pris Roaccutane 2 fois, et oui, saignement de nez, lèvres gercées, donc ça m'a pas emmené vers une dépression, etc. Parce que je suis un bonhomme, non je rigole. Non, ça aurait pu m'arriver, mais non, j'ai bien vécu le Roaccutane 2 fois dans ma life. Donc voilà, j'étais un ado rempli d'acné, j'étais le deuxième du collège. Il y a une meuf qui avait plus d'acné que moi, et après c'était moi. Voilà. Partout ici, des grosses plaques ici, dans le cou. J'en avais juste pas sur le front. Souvent les gens en ont sur le front, moi j'en ai pas sur le front. J'en avais tout là et j'ai encore beaucoup de cicatrices. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais j'ai la peau très abîmée à cause de ça. Voilà. Donc j'en ai pas eu très tard, j'en ai eu assez tôt justement. C'est arrivé vers 5e, 4e où là j'ai galéré. Donc avec les filles c'était compliqué parce que j'avais une tranche de cul forcément. Moi je pensais que j'avais une acné parce que je mangeais trop de saucissons et de chocolat. C'est faux. Voilà, je mange beaucoup de charcuterie et j'ai rien. Je sais pas d'où ça vient exactement. Je sais que ma mère en avait beaucoup quand elle était jeune. Donc voilà, faut passer par là. C'est pas évident, mais moi j'étais, on m'a jamais trop critiqué, etc. Et la calisthénie m'a beaucoup aidé avec ça après. Même si du coup j'en avais avant de découvrir du coup la calisthénie, je faisais de la gym. Mais on m'a jamais trop embêté avec ça, ou alors je me souviens pas trop. Mais voilà, c'était moi c'était le petit Mathias dans son coin qui bégaye. Ah, j'ai beaucoup bégayé. Putain, mais c'est ouf d'ailleurs. Putain de repenser à ça, mais c'est dingue. Je bégayais beaucoup, surtout quand il fallait prendre la parole en public. Sur certains mots, je bloquais. Et je me rappelle une fois en français, en 4e, elle me dit lis le truc, ou c'était en histoire géo, je sais plus. Je lis et là je dis à la prof, le mot j'arrive pas à le lire. Ça commençait par un L. Et j'arrivais pas, et j'arrivais pas à le dire. Ça peut m'arriver encore parfois d'avoir des petits trucs comme ça, où je bloque sur des mots, mais c'est de mieux en mieux. Genre, j'en souffre pas. À l'époque, j'en souffrais quand même. J'en parlais à personne autour de moi. Et là, je me rappelle une fois, le mot, je dis à la prof, j'arrive pas à le lire, madame.
tout le monde se foutait de ma gueule. Bon, vous connaissez le collège, hein, c'est dur en plus. Tout le monde se foutait de ma gueule en mode, bah lis le mot. Ça sort pas, c'est trop dur. Si je lisais le mot, ça allait faire. Le mec il parle comme ça. T'es un malade, Matt? Oui, je suis un malade. Donc ça c'était un petit peu dur. Beaucoup de gêne quand je passais au tableau, etc. Encore très tard, hein, je pense jusqu'à mes 25 ans, je devenais tout rouge quand j'étais dans des situations délicates. Là, beaucoup moins maintenant. Parce que maintenant, je prends tout entre guillemets, tout à la rigolade, etc. Tu vois, moi, je passais au tableau quand il y a un truc que je savais pas, j'étais trop gêné. Alors, t'en as au collège, ils rigolent parce qu'ils prennent ça, genre, au second degré, ils disent, ouais, bah, je sais pas, je m'en bats les couilles, je vais faire le pitre et je vais faire rire tout le monde. Truc de ouf. Moi, je voyais ça, j'étais en mode, putain, les kings, j'aimerais trop être ce mec. C'était pas moi. Et pour vous dire à quel point je pouvais être timide parfois, j'ai une anecdote. C'était l'anecdote. C'est l'anecdote de la galette des rois. Putain. Alors ça, ma mère, elle se souvient de cette anecdote. Parce que j'en ai beaucoup souffert. À quel point j'étais timide, les mecs. Je faisais de la gymnastique. Ça se trouve, j'étais en 6ème ou en 5. Ouais, je pense que j'étais en 6ème. C'est dur la 6ème. Tu arrives au collège, il y a beaucoup de monde et tout. Bref. Et moi, de mon club de gym, c'était assez familial, etc. Mais je veux dire que j'étais quand même le petit Mathias timide qui s'entraînait avec les plus grands, quoi. Tu vois, donc j'étais pas forcément très très à l'aise. Tu sais, c'est me dire, mais maintenant, Matt, T'es un vrai boss, t'es un vrai king. Merci. Non, je rigole, mais vous allez me dire, ah, maintenant, Matt, ça se voit que t'es à l'aise avec les gens, t'as confiance en toi. Oui, c'est vrai. Et ça a été complètement l'inverse étant gamin. En vrai, pour la majorité d'entre nous. Mais là, c'était un truc de ouf, quoi. C'est la galette des rois. Je suis à la gym avec des plus grands, etc. Et du coup, je sais plus, c'était quand, peut-être le jeudi soir. Tous les jeudis soirs, on faisait du coup la galette des rois. En janvier. Et celui qui avait la fève devait ramener une galette la semaine d'après. Genre normal, tu vois. Et je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai la fève et je le dis à personne en mode allez, si j'essaie d'être un peu marrant, je fais une blague et on fait genre ah, y a pas de fève. Y a pas de fève, c'est bizarre. Du coup, je commence à faire la petite blague de je cache la fève, tu vois. Et là, la prof de gym, elle commence à s'énerver. Parce qu'en fait, je m'entraînais avec des gars justement qui faisaient un peu les cons, qui étaient gentils, mais qui faisaient un peu les cons. Et tout le monde pensait que c'était pas moi qui avais la fève, mais les gars qui faisaient entre guillemets un peu les cons, tu vois, un peu leurs intéressants. Du coup, elle commence à s'énerver en mode, mais putain, qui a la fève? Dites-le, parce que là, ça commence à m'énerver. Et oui, c'était là en mode, ils rigolaient. Mais non, mais c'est pas nous, c'est pas nous. Quand quelqu'un te dit, c'est pas nous, c'est pas moi, et qu'il rigole, t'as envie de lui dire, écoute, te fous pas de ma gueule, je sais très bien que c'est toi. Non, c'était moi en fait. C'était moi dans mon coin comme ça, personne me regardait. J'étais, ah merde, j'ai la fève, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Elle commence vraiment à s'énerver. Eh les gars, vous faites chier. Franchement, vous m'énervez et tout, machin. Moi je me dis, attends, là si je dis que j'ai la fève, je vais me faire détruire par la prof de gym. Mon Dieu. Donc là, instinct de survie, je me referme sur moi-même, je dis rien. Ah bah non, bah il y a peut-être pas de fève. Mais ça devait se voir sur ma tête que c'était moi. Je devais être terrorisé, terrifié. Et ma mère vient me chercher, je rentre dans la voiture. Et je stressais. J'étais en mode, j'ai fait une grosse connerie. Ma mère me regarde, quoi? Une grosse connerie? J'ai pas dit que j'avais la fève. J'ai pas dit que c'était moi qui avais la fève. Et la prof, elle s'est énervée. Et tout le monde s'énervait, tout le monde était sous pression. Et le petit Matt, là, il était au fond du couloir, comme ça, avec sa petite fève dans sa poche. En fait, j'ai pas osé parce que, je sais pas, entre guillemets, ça partait un peu d'une blague en mode, oh, qui a la fève? Oh, je sais pas. Et quand ça a commencé à gueuler, j'ai chié dans mon froc.
Donc j'ai pas osé j'ai pas osé dire que j'avais la fève. Et ma mère elle dit t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est ce qu'on va faire, on va racheter une galette et la prochaine fois tu t'arriveras avec la galette et tu diras voilà c'était moi, c'était une blague. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Non, tu me désinscris du club de gym et j'y retourne plus jamais. Donc là, c'était une grosse épreuve dans ma vie. Imagine l'épreuve nulle, tu vois, l'épreuve de la galette des rois. Et la semaine d'après, j'apporte la galette et en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde, ah, c'était toi qui avais... Ok. Genre, en fait, tout le monde avait oublié parce que... Tiens, ça, c'est un très bon enseignement. Très bon d'apprentissage, plutôt. C'est que c'est pas parce que les gens réagissent sur le moment même qu'au final, ils vont se souvenir de toi. Je sais pas, imaginons, tu tombes dans la rue. T'es en, oh, la honte. Et pendant une semaine, tu te rappelles de, oh putain, quand je suis tombé dans la rue. Toutes les personnes qui étaient là et qui t'ont vu tomber ont complètement oublié, genre 10 minutes après. Comme là, le truc de la galette des rois. Bon, elle s'était énervée et tout quand même. Mais quand j'ai ramené la galette des rois, elle a dû dire, bon, bah, je vais pas engueuler Mathias, le pauvre. Enfin, je sais pas. Du coup, elle a fait, ok, cool. Ah, c'était toi. Ok, allez, on fait la gym maintenant. Tout le monde s'en foutait au final. Vous voyez? Et ça, je me suis dit, ah, mais au final, putain, on n'est pas obligé d'être aussi timide, on peut... C'est pas la honte, c'est pas... Les gens oublient en fait ce qu'on fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà le maths avant la calisthénie. Pas de confiance en lui, beaucoup d'acné, ose pas dire les choses, stress pour rien. Niveau à l'école normal, même plutôt bon. Je pense que j'étais bon au collège. Par contre, assez bridé à la gym parce que je vous ai dit, j'étais en recherche de performance depuis gamin dans le sport. Et là, vu que j'étais dans un petit club, bah à la fin, je commençais à gagner toutes les compètes, etc. Parce que c'était une petite fédé nulle avec. Il y avait juste 4 clubs qui se faisaient la guerre entre guillemets, les petits clubs de Bretagne. Bah moi, je gagnais. Et voilà. Donc j'étais vachement bridé là-dessus parce que j'étais en quête de performance. Et la gym ne m'a pas offert ça, alors que la calisthénie m'a offert ça. Quand j'ai commencé la calisthénie avec mon frère, bah là au final tout était possible. C'est pas bien, on va chercher de la full planche. Hein? Full planche, mais c'est pas genre du haut niveau en gym ça? Oui. Le truc que tu pouvais pas faire en gym parce que juste c'était un autre niveau et du coup on te disait non ça sert à rien de travailler ça, bah là tu peux le faire. En fait tu peux faire ce que tu veux. Donc là c'est une liberté de malade. Et moi qui aime bien avoir ma liberté, c'est pour ça que je suis à mon compte, c'est pour ça que j'avais kiffé être à Bali justement ou en Thaïlande pour cette liberté-là, et que j'aime bien la calisthénie justement, c'est pour cette liberté-là. Moi je kiffe ce moment de liberté, même s'il y a toujours des règles, je kiffe la liberté de faire ce que tu veux. En gymnastique, tu fais pas ce que tu veux. Dans les sports en général, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce qui est vraiment demandé, tu vois. Il y a des protocoles à suivre, etc. Bien sûr, en calisthénie, si tu veux progresser, il y a aussi des protocoles, mais tu peux travailler de la figure que tu veux. Moi, j'ai des élèves, ils me disent, Matt, moi, le front, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'en faire. Ok, on fait pas de front. Matt, moi, je veux faire que de la planche. Viens, on fait que de la planche. C'est comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Enfin, voilà, moi, mon objectif à travers ce podcast, c'est aussi vous donner envie d'aller chercher les autres figures qui sont quand même géniales. Mais t'as pas envie de faire de front lever, fais pas de front lever. En gymnastique, t'as pas envie de faire une bascule à la barre fixe, t'as pas le choix, c'est dans les mouvements qui sont imposés. T'as pas le choix. Et moi ça me bride. Ça me bride. Voilà, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai trouvé ma liberté dans la calisthénie, dans mon métier, dans tous les projets que je fais, je suis ultra libre, je fais ce que je veux. Le séminaire, mon séminaire que je fais cet été avec Guillaume, on l'organise comme on veut. En fait, on organise juste nos vacances de rêve et c'est tout. Il n'y a pas un cahier des charges en mode allez, de 8h à 9h, faudra faire. Non, ça sera beaucoup plus libre. Bien sûr qu'on va créer notre propre programme dans ce séminaire, mais on est putain de libre, on fait ce qu'on veut. Et des fois, je me rends même pas compte de la chance que j'ai. Certains me le disent, peut-être certains d'entre vous qui sont salariés, mais qui ont beaucoup de contraintes aussi dans leur sport, etc., me disent, mais Matt, tu te rends pas compte de la chance que t'as d'être libre? Je leur dis oui, mais cette liberté aussi, elle a un coût. C'est-à-dire que moi, cette liberté pour faire aussi les projets que je veux, bah en fait, c'est pendant 6 ans. Pendant 6 ans, c'est tout l'argent que je gagne. En fait, je vais à l'usine,
Je gagne de l'argent, je remets tout dans mon projet, je garde rien pour moi. Je recommence. C'est ça pendant 6 ans. Pendant 6 ans, t'es pas prêt à le faire. Enfin, la plupart des gens sont pas prêts à faire ça. Parce que juste, entre guillemets, t'as l'impression de pas vivre, etc. Mais à la fin, oui, ça peut donner un truc. Oui. Comme en calisthénie, quand tu t'entraînes bien, etc., tu commences à débloquer un meilleur niveau, des meilleures figures, bah t'as la liberté de faire des combinaisons que tu veux, etc. Mais je veux dire que tout ça, ça a un coût. C'est un coût quand même. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, si, c'est donné à tout le monde, je pense, mais pas rapidement. Même si certains, genre en 6 mois, ils pètent sur Insta et puis ils deviennent super connus, tu vois. Oui, ça c'est une personne sur 3 milliards. Vous voyez, donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette liberté dans la calisthénie que j'essaye d'avoir dans la vie, etc. Même s'il y a toujours des contraintes. Donc ça, c'était ouais, donc j'étais assez bridé et parce que j'étais en recherche de performance. Donc moi, j'étais un ado normal qui jouait beaucoup au PC. J'ai eu mes années Minecraft, GTA 4 sur PC, que sur PC. Et j'ai eu mes années aussi Farming Simulator, voilà, parce que la majorité de mes potes étaient agriculteurs. Voilà, je suis pas un mec de la ville, moi les mecs. Hein. Moi l'été, je montais dans les tracteurs avec mes potes. Hein. C'était génial d'ailleurs. C'était génial. C'est simple. Hein. Quand t'es dans un tracteur et que t'as 14 ans avec ton pote, tu passes le cultivateur comme ça. Donc tu fais des allers-retours dans le champ. T'es pendant 3 heures dans le tracteur et tu manges des gâteaux et tu rigoles. Et, il y a un gros caillou, sors du tracteur pour l'enlever. Ah, tu enlèves le gros caillou. Ah, remonte. T'es tout sale, tu respires de la poussière, c'est génial. Voilà. J'adorais faire ça et du coup je jouais à Farming Simulator et c'est trop bien. Donc, je jouais beaucoup au PC et après j'ai joué à la calisthénie. Ça pourrait se terminer comme ça le podcast, j'adore. J'ai joué à la calisthénie après, tout simplement. Vraiment, je suis passé de je joue beaucoup, quoique au tout début ouais, je me rappelle, je jouais à Minecraft, je faisais mes straddle planches derrière, je revenais, je jouais à Minecraft. Mais après Minecraft, j'ai essayé de rejouer des années après. J'ai essayé aussi, comment ça s'appelle, les Call of sur PC qui sont... J'ai essayé de jouer à des jeux que tout le monde joue, j'arrive pas. En fait, j'arrive plus à jouer aux jeux vidéo. J'ai essayé FIFA, vous avez vu dans le dernier vlog où je joue à FIFA. Je trouve ça ultra chiant. En fait, oui, ça peut t'apporter de la dopamine, mais rien d'autre. Enfin, y a pas de... Physiquement, il y a pas de progrès. En calisthénie, quand tu t'entraînes physiquement, il y a un progrès. T'as ton corps qui change, tu débloques des figures, tu débloques de la force. Dans le business, tu débloques des compétences, de l'argent. Dans les relations, tu débloques le fait de traîner avec telle personne, de faire des restos. Enfin, tu vois, je veux dire que moi, je joue dans la vraie life. Maintenant, j'arrive même plus à jouer aux jeux vidéo. Je vois plus l'intérêt. Même si j'aimerais bien retester Minecraft. En fait, je sais comment ça fonctionne. Tu refais la même chose au final. Moi, je jouais beaucoup sur monde créatif, même si du coup j'avais un monde survie et tout. Mais je jouais pas en LAN, enfin en multijoueur. J'ai jamais compris les gens qui jouent en multijoueur qui faisaient des trucs bizarres. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc j'étais ce petit gamin là, quoi. Voilà. Mais peut-être un peu rêveur. Et peut-être que maintenant je peux réaliser mes rêves. Du moins j'essaye, ce qui n'est pas forcément évident. De toute façon, c'est quoi mon rêve ? C'est un peu ma life dans ce moment, mon rêve. Hein. J'arrive à un point de ma vie où je kiffe ce que je fais. Je kiffe trop les valeurs que je transmets. J'adore mon style de vie. Je me sens heureux, même si on nous interdit souvent d'être heureux. Moi, je peux le dire que je suis heureux. Je suis dans la meilleure ville de France pour faire de la calisthénie. Si j'ai envie de partir en voyage, je pars en voyage. J'ai pas de gros problèmes d'argent, même si l'État me prend beaucoup. Entre guillemets, c'est bon signe. Quand tu donnes des grosses sommes à l'État, ça pique. Mais on va dire que c'est pour quelque chose. Quand tu progresses en calisthénie, je progresse en calisthénie, donc c'est génial. J'ai tout ce qu'il me faut. De toute façon, tu te rends compte au final que t'as pas besoin de grand chose. Hein. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien, j'avoue, j'aimerais bien avoir une moto, une voiture, une maison. Oui, mais ça, c'est des trucs qui vont venir. Ça, c'est une question de temps. Je peux l'accélérer en bossant plus, en faisant plus d'argent, machin. Oui, ok, toujours plus. Des fois, j'apprends juste à lever un peu plus le pied. Voilà.
Des fois, je bosse beaucoup, je gagne plus, et ça me saoule. Et je me dis, ouais, mais du coup, là, c'est pas moi. Du coup, je lève un petit peu plus le pied. Je prends un peu plus de temps pour moi, je gagne un peu moins d'argent. Mais c'est fine. C'est good. Voilà. Donc le Matt d'aujourd'hui, après 12 ans de calisthénie, c'est qui? Là, c'était le petit Mathias avant, petit Mathias boutonneux qui jouait à l'ordinateur, qui était un peu bridé dans sa pratique sportive, qui était en recherche de performance et qui était très très timide. Voilà, avec l'anecdote de la Galette des Rois. Aujourd'hui, c'est Matt Braise, quoi. Aujourd'hui, c'est Matt Braise. J'ai l'impression que c'est vraiment un épisode sur moi, ma life, mais oui. En fait, c'est une introspection ce que je suis en train de faire là. Donc certains pourraient dire, ah, tu parles que de toi. Oui, cet épisode, c'est sur moi, hein, clairement. Je préfère le dire. Cet épisode, c'est juste moi qui parle de moi. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc le Matt d'aujourd'hui. Je me suis noté quoi? Ok. Je me suis noté que, déjà d'une, parce que ça fait 12 ans que je fais ce sport-là. Et je suis pas champion du monde. Et j'ai noté du coup que je sais ce que c'est que de travailler sur une figure pendant longtemps. Grâce à la calisthénie. Je sais ce que c'est de travailler 6 ans sur une full planche, 4 ans sur un front lever touch, 1 an sur un one arm handstand, etc. Donc, je suis quand même dans cette démarche de faire les choses pour le long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut tout de suite va pas faire 12 ans de calisthénie. Souvent les gens arrêtent avant parce qu'ils sont pas assez stimulés, parce que ça va pas assez vite. Moi, j'ai ce truc de long terme, parce que je sais que tout prend du temps en calisthénie. Et du coup, je fais les choses pour le long terme, que ça soit bien sûr dans le sport, avec la calisthénie, mais aussi dans le pro, dans le perso, etc., dans mes projets. Vous voyez, dans le coaching, par exemple, je fais les choses sur le long terme. Vous voyez, je sème des graines. J'enregistre des épisodes de podcast. Il y a 1 an et demi, ça faisait 10-20 écoutes par jour. Bon bah, c'était pas pour du court terme que j'enregistrais ces épisodes de podcast, c'était pour le long terme. Vous voyez, chaque projet, que ce soit professionnel, personnel, dans le sport, etc., c'est pour le long terme. Ça, j'ai compris ça, que c'était pour le long terme. Ce qui veut pas dire que on doit envoyer la patate maintenant. Ça, c'est pas parce que du coup on fait des trucs pour le long terme que nos journées ne sont pas intenses. Parce qu'on a quand même bien sûr des bénéfices à court terme, mais je le fais pour le long terme. Et la calisthénie, ça m'a appris à être patient et à faire les choses pour le plus long terme. Quand tu commences l'apprentissage de la planche, tu dis pas, ok, c'est pour débloquer une full planche dans 2 semaines. Tu vois? Non, tu te dis, ok. En fait, tu penses pas trop à la full planche, tu te dis, déjà, je vais débloquer une tuck, une advanced tuck, peut-être la straddle du coup dans 6 mois, 1 an. Et après, la full planche, elle viendra peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça prendra entre guillemets le temps qu'il faut, même si on fait le nécessaire pour que ça aille plus vite. Je suis pas en train de dire, oui, prenez votre temps pour tout. Non, j'ai pas envie que vous mettiez 6 ans à avoir une full planche comme moi. Je préfère que vous l'ayez beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on a aussi d'autres figures à apprendre. Okay, mais je veux dire que ça reste quand même du long terme. On est là pour... Quand tu fais de la calisthénie, t'es là pour bâtir quelque chose. C'est pas pour rafler toutes les figures en 2 mois et dire ciao. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ok. Donc ça m'a appris beaucoup de choses là-dessus. Donc je suis quelqu'un maintenant qui prend le temps, qui investit sur le long terme, qui fait les choses pour le long terme. Je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup plus confiance en moi, notamment grâce aux compètes que j'ai fait, aux rassemblements, aux représentations, qui représentent quand même plus de 100 représentations, plus d'une centaine de représentations face à un public. Que ça soit de l'initiation, que ça soit de la démonstration, des spectacles, des shows que j'ai fait, des compétitions, des rassos, etc. C'est des centaines de représentations devant des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. T'es en contact aussi avec beaucoup de personnes, etc. Donc forcément, il y a beaucoup plus de confiance en toi qui se crée. C'est un fait, c'est comme ça. Voilà. Je suis pas né avec de la confiance en moi. Au collège, j'étais pas en mode ouais, je m'en bats les couilles et tout. Non. J'étais ultra timide et étape par étape, j'ai réussi à avoir cette confiance en moi. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à faire des spectacles, j'ai commencé à faire des représentations, des compétitions, des rassos, etc.
Du coup, tu as l'habitude de faire les choses devant les gens. Tu vois que les gens, en fait, sont là, les gens sont bienveillants, sont pas là pour critiquer, etc. Du coup, tu as confiance aux autres, et quand tu as confiance aux autres, tu as beaucoup plus confiance en toi. Okay. Grâce aussi à toutes les personnes, comme je disais, aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce sport-là. C'est énorme, hein, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est juste énorme. Et ben ça m'a appris à être du coup plus à l'aise socialement, et aussi à être un meilleur communicant. Moi j'estime que j'ai une... Ça, vous allez me dire, mais Matt, tu te prends pour qui, tu te la pètes. Je trouve que j'ai une bonne intelligence émotionnelle. Je trouve que j'ai beaucoup d'empathie envers les gens. Ce qui veut pas dire que je comprends les gens, etc. Mais je comprends leurs émotions, etc. Surtout ça. Oui. Donc je suis pas beaucoup dans la critique, même si des fois je peux me foutre de la gueule de certaines personnes. Forcément, quand c'est drôle, voilà. Mais je veux dire que ça sera jamais dans la méchanceté. Si on n'a pas été méchant envers moi, je suis pas méchant envers les autres. Voilà. Alors c'est peut-être facile à dire, tu vois. Certains ont peut-être eu des mauvaises expériences avec moi et pourraient se dire, Matt, pourtant tu m'as mal parlé, etc. Oui, mais peut-être parce qu'en fait tu me cassais les couilles. Mais je veux dire que voilà, j'essaie d'être un bon communicant avec les gens, à pas mentir, et j'essaie d'avoir cette empathie. Et c'est pas moi qui le dis, certains de mes élèves l'ont remarqué aussi. J'ai trouvé ça génial parce que du coup, c'est un truc que j'avais remarqué, que j'avais une certaine empathie. Voilà, dû à mon histoire, dû à mon passé familial, personnel, etc. J'ai appris à être comme ça, tout simplement. Oui. Et le maths d'aujourd'hui aussi a cette notion de performance, toujours maintenant, et que je transfère du coup dans d'autres activités et dans le pro. C'est-à-dire qu'avec ces 12 ans de calisthénie qui m'ont aussi appris à performer, mais vraiment performer. À l'époque, comme je vous ai dit, j'étais bridé dans ma performance. Que ce soit en football, en gymnastique, je voulais performer. Je ne pouvais pas. On me disait non, Matt, tu vas pas performer parce que c'est pas le bon environnement et parce qu'on a... Voilà. Là, la calisthénie m'a ouvert le choix de la performance, parce que du coup c'est moi qui choisis les figures que je veux faire, ce que je veux faire en entraînement, combien de fois je peux m'entraîner, c'est moi qui décide, c'est ça qui est génial. Pour vous dire, au collège, il y a eu certains matins, je m'entraînais avant d'aller au collège. Il faisait super froid dans mon grenier, je me rappelle, je m'entraînais pour l'Iron Cross, One Arm Back Lever, Front, etc. Je faisais ça à 6h du mat avant de prendre le car. J'ai fait ça quelques fois, hein. Je dis pas que j'étais un malade, mais je veux dire que j'avais la liberté de le faire, donc on revient sur la notion de liberté, et du coup j'avais la liberté de choisir ma performance. J'avais la liberté de performer. Truc de ouf quoi. Et maintenant cette notion de performance, c'est ce que j'essaie de transférer justement dans mes autres activités. Bah, quand je vais faire du vélo, j'essaie de performer. Quand je... Ouais, après dans le vélo je fais quoi? Je joue au palais. Quand je joue au palais, j'essaie de performer. Enfin bref, je veux dire que j'ai quand même cette notion de performance et que j'ai bien mis aussi, que j'ai bien retransféré dans le pro aussi. C'est-à-dire que dans mon business de coaching, je veux aussi performer. Bien sûr que je veux, entre guillemets, le plus gros chiffre d'affaires des coachs. Je veux vraiment performer. Je veux faire du gros chiffre d'affaires. Mais aussi, je veux le plus d'élèves. Mais aussi, je veux qu'ils aient les meilleurs résultats. Je vais être le meilleur coach, etc. Et au final, le chiffre d'affaires, enfin l'argent que tu gagnes, ça va être une conséquence des autres trucs. Donc c'est pour ça que je performe dès 8h. Là, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est le 1er mai, la fête du travail. Personne ne travaille. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Parce que je kiffe trop mon taf. Donc à 8h du mat, j'étais en train de répondre à mes élèves. Je leur fais des analyses techniques. À 8h du mat, un vendredi 1er mai. Qui fait ça? Pas grand monde. Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai envie de performer dans mon coaching. Vous voyez? Quand il y a besoin de rentrer un peu plus deep avec mes élèves sur leur situation du moment, leur situation émotionnelle, etc. Je me retrousse les manches pour aller chercher ça et du coup pour plus performer du coup dans mon métier de coach, tout simplement. Vous voyez? Et tout ça, tout ce que je construis, forcément la conséquence c'est quoi? C'est plus d'élèves, plus d'argent. Pas forcément plus d'élèves, enfin si quand même, mais plus d'élèves qui reprennent des coachings avec moi. Parce que je sais pas, faudrait que je calcule, mais je crois entre 30 et 50% de mes élèves reprennent 4 mois, 6 mois avec moi.
Voilà. Pourquoi ? Parce que j'essaye de performer un maximum. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'ils reviennent. Bien sûr, il y a plus de chiffre d'affaires, etc. Genre normal. C'est ce qui se passe quand tu performes. Oui. Mais l'objectif, c'est ça. C'est cette notion de performance-là. Donc voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Si j'appuie là, on peut pas voir combien... Pourquoi je peux pas... Ah si, 29%, ça va, je suis large. Mais ça fait déjà quand même 1h30. Donc le projet de maison, les mecs, je sais pas si je vais vous en parler. Surtout que j'ai envie de pisser, quoi. Putain. Vous savez quoi, je vous en parle. J'ai un projet de maison, les mecs. Putain, j'ai un projet de maison. Putain, je vais vous en parler pendant une demi-heure de ça. Non, mais est-ce que j'en parle dans le prochain épisode ? Parce que là, juste, ça va être trop long. Et je commence à avoir envie de pisser. Et j'ai envie de répondre à vos questions, surtout, quoi. J'ai pas envie de faire 2h30 de podcast. Surtout que là, je peux en parler pendant une demi-heure facile. Bon, au pire, je vous en parle juste un petit peu. Et on verra. Le jour où ça se concrétise, dans tous les cas, je vous ferai des vidéos, etc. Mais moi, en fait, je veux trop vivre à la campagne. Alors, pas tout de suite. Là, pour l'instant, je vis à Toulouse. J'ai encore envie de voyager et tout en Asie, pourquoi pas en Amérique latine, etc. J'ai pensé hier soir, je me suis dit, putain, vu que là je suis sur Toulouse jusqu'à septembre, j'aimerais bien de septembre à décembre repartir et revivre la liberté que j'avais eue à Bali, en Thaïlande, peut-être dans un autre pays, on verra, et revenir peut-être en hiver, soit à Toulouse, ou, oui, parce que je pense que je vais kiffer Toulouse, mais j'aimerais bien vivre à Paris aussi pendant quelques années, c'est un truc que je voulais, mais je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode de podcast, mais plus tard, quand j'aurai 30 ans et plus, du coup 30-35 ans, j'aimerais bien m'installer à la campagne. Voilà, j'aimerais bien déjà habiter dans de l'ancien rénové. Alors soit c'est moi qui va rénover et j'y connais rien. Bon, heureusement mon père s'y connaît beaucoup là-dedans, donc il pourra m'aider. Donc si c'est une maison en campagne, ce serait plus en Bretagne pour être proche de chez mes parents, de ma famille, etc. Mais ça j'aimerais bien. Une grosse baraque à rénover, ou alors elle est déjà rénovée mais il reste des trucs à modifier. Donc imaginez un peu, imaginez Jigme. Pour les gens qui connaissent Jigme, du coup l'ancien youtubeur qui fait encore du YouTube mais il fait beaucoup de Insta, qui s'est installé à la campagne, qui est autonome, etc. En fruits et légumes, en œufs, etc. Moi du coup ça c'est mon goal. En campagne, ancienne maison rénovée, semi-autonome, en fruits et légumes, œufs, en bois de chauffage, etc. Mais pas forcément en viande, etc. Parce que j'ai pas envie d'égorger mes lapins, etc. Enfin, si peut-être d'ailleurs, peut-être que j'aurai des lapins, des poules et que c'est moi qui va les égorger, enfin les préparer, les tuer pour les bouffer. À voir, du coup, si j'ai les couilles pour le faire. Mais faudrait. Donc ouais, j'aimerais bien être semi-autonome comme ça. Parce que moi, mon goal, c'est les mecs, c'est à 35 ans, je bosse le matin. Et l'après-midi, je suis dans mon jardin, je suis dehors, je bricole des trucs. Hein. Ça serait un truc de ouf. Là, je pense que t'as réussi ta vie quand tu fais ça. Ça serait avoir des animaux aussi. Après, moi, c'est pas trop mon délire. Donc, j'imagine que ma femme adorera s'en occuper parce que moi, j'ai un peu la flemme. Voilà. Si c'est pas le cas, il y aura pas d'animaux, c'est pas grave. Ou alors juste des poules et des lapins et une chèvre ou une biquette qui puisse bouffer un peu l'herbe. Voilà. Bien sûr, parce que là vous allez me dire, ok Matt, c'est quoi le rapport avec la calisthénie ? Bien sûr, un parc de street workout en extérieur, mais un truc de ouf. Tu peux t'entraîner pour la force, l'agilité, il y a des anneaux, il y a tout. Donc là, je vous cache pas, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de gagner de l'argent, ce parc-là, ça se trouve, il va coûter, je sais pas, 20-30 000 euros. Voilà. Certains vont mettre ça dans une bagnole, moi je vais mettre ça dans un parc de street workout, en extérieur, chez moi. Tu vas faire quoi maintenant ? Je fais ce que je veux. Un parc de street workout en extérieur, mais aussi un parc en intérieur. J'aimerais bien une genre de grange ou d'entrepôt, quand même fermé, pour faire un genre de home gym. Donc il y aura aussi à l'intérieur, il y aura peut-être un sauna à l'intérieur, j'en sais rien. Bain froid, bain chaud, enfin bref, un truc de ouf. Vous allez dire, mais Matt, pourquoi tu veux faire tout ça pour toi ? Déjà, c'est super égoïste. Pourquoi tu crées pas une salle directement ? Mais c'est pas forcément que pour moi. C'est pas forcément que pour moi. Parce que déjà, je vais inviter mes potes streeteux, donc qui font de la calisthénie, à venir s'entraîner. Mais les séminaires que j'organise, les stages, les camps d'entraînement, je vais pouvoir les faire chez moi, les mecs. C'est un truc de ouf. Donc il y aura un grand parking, vous pourrez vous garer. Et quelques semaines dans l'année, on fera des camps d'entraînement d'une semaine comme ça. Et sinon, quelques week-ends dans l'année, on fera des petits séminaires. Et voilà, ça sera déjà un investissement rentable.
parce que bien sûr que ça va me rapporter des finances, forcément, tu vois. Mais je fais ça chez moi, quoi. Quel bonheur. Le pied. Putain, le pied. Donc ça, c'est ce qui va se passer plus tard, chez moi. Voilà. Donc j'organiserai, séminaire, stage, d'entraînement directement chez moi. En plus de ça, je veux un vieux 4x4. Un vieux 4x4 ou un vieux pick-up. Un peu sale, qui déconne de temps en temps. Du coup, je dois apprendre un peu la mécanique, parce que je m'y connais rien en mécanique et j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi un quad ou une cross pour comme ça dans mon jardin, je peux me balader en motocross. Pareil, un vieux truc qui marche pas trop, que je bidouille un peu. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais, mais quand même une Porsche à côté de ça ou une autre supercar, enfin une supercar ou une voiture de luxe, ça serait cool, ça serait, on va dire, une grosse récompense dans ma life après des années et des années de travail, de projets, etc. Bien sûr que je veux mon vieux 4x4 tout pété, ou je sais pas, un C15, un berlingot, en fait je m'en branle, tu vois. Donc il y a ça, il y a le vieux 4x4, il y a la vieille motocross, à côté il y a quand même la Porsche. Voilà. Moi je dis Porsche, ça peut être autre chose, mais quand même un truc classe, voilà. C'est mon délire. Voilà. Donc concrètement, avec ce projet maison, donc en campagne, de l'ancien rénové, clairement en fait je serais on va dire dirigeant de mon entreprise qui propose du coaching, des expériences dans la vraie vie, donc que ça soit compétition, séminaire, camp d'entraînement, etc. Pourquoi pas du merch, des événements, etc. Enfin bref. Une vie simple, dans un endroit simple, entre guillemets semi-autonome où moi je fais mes légumes, etc. J'ai mon vieux 4x4 pour aller chercher du bois, des trucs comme ça. En mode c'est génial. Mais bien sûr j'ai quand même cette entreprise, l'écosystème que je veux créer en calisthénie, je l'aurai quand même. Hein. Je dis pas que je vais vivre dans la forêt pieds nus et que je vais tout abandonner. Non, je veux faire un mix des deux. En fait, souvent, je trouve que t'as les gens qui veulent soit faire du business à fond et qui veulent une grosse villa ou un gros appart à Paris et faire que du business tout le temps, ou ceux qui veulent être genre en mode autonome dans la forêt, mais sans argent. Bah moi, je kiffe trop le mix des deux. Tu vois, genre j'aime trop moi je regarde des vidéos sur YouTube où les mecs ou les couples là ils construisent leur maison en terre paille chaud là, mais ils ont pas de métier, enfin je veux dire leur métier c'est, enfin ou alors ils vendent des produits de leur ferme, etc. Donc ils font un petit salaire, genre ils gagnent 1000 balles par mois, mais ils sont autonomes, du coup ils s'en battent les couilles de gagner de l'argent. Ça je respecte de ouf, je kiffe trop ça déjà, mais je kiffe trop aussi ce truc de tiens viens on fait beaucoup de pognon parce que grâce à ça on peut faire des projets plus gros. C'est-à-dire que là demain si je suis entre guillemets, je gagne 1000 balles par mois dans ma campagne, je vends quelques légumes, etc. Et que je veux poser un parc de street à 20 ou 30 000 balles, vous allez me dire oui mais tu peux le construire toi-même, oui mais je veux que ça soit un truc propre, Kangourou, Barmania, enfin bref une grosse marque, bah je veux mettre les 30 000 balles dedans, tu vois. Voilà. Et si je veux partir en voyage pendant une semaine parce que j'ai décidé de partir en Thaïlande, bah j'ai envie de le faire aussi. Vous voyez, donc c'est pas des caprices, c'est juste voilà. Enfin, c'est un mix des deux, quoi. Voilà. En fait, je pense pas que tu. Enfin, je pense que tu peux vivre quand même. Genre, tu fais. En gros, le matin, tu bosses. L'après-midi, tu cultives tes légumes et quand même, je veux dire, avoir des bonnes finances, une bonne situation, quoi. Je pense que c'est quand même compatible. C'est vrai que je revois pas beaucoup. Mais enfin bref, voilà, c'était mon petit délire. Il me reste combien de pourcents de batterie ? 22. Ok, ça va le faire. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Bon, au final, mon projet de maison n'a pas duré longtemps. Enfin, je veux dire, la rubrique n'a pas duré trop longtemps. Alors, on va commencer avec la question de Léo. Qu'est-ce que tu as changé dans tes entraînements pour t'améliorer autant ? Alors, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Ce que j'ai changé, c'est beaucoup mon état d'esprit. Non mais vraiment, là je vais pas faire un truc bullshit en mode état d'esprit tout. Non, vraiment c'est état d'esprit. Parce que j'avais beaucoup de barrières. C'est-à-dire que je sais pas, imaginons mon record en front lever pull-up c'était 5, imaginons. Bah à l'entraînement, je me disais allez, je vais essayer de faire 6, ça va être cool. Là, c'est un autre état d'esprit qu'il faut avoir, c'est viens, je fais 10.
Et justement, c'est le fait d'être un peu fou comme ça qui fait que tu débloques pas mal de choses. Dans la vie en général, tu vois. Comme toi, par exemple, avec tes HSPU, tu vois. D'ailleurs, tu progresses. Parce que du coup, pour les gens qui comprennent pas, Léo, c'est mon élève. Sur ces HSPU, du coup, il est passé de 2-3 à plus 7, à 7-8 en 3 semaines, ce qui est juste énorme. Et bah, en fait, tu vois, prochain training, tu dis, tiens, et si je faisais 15? Et faut y croire en plus de ça, tu vois. Donc c'est ça qui est pas facile. Je dis pas que c'est facile, c'est pas facile. Mais du coup, cet état d'esprit d'être un peu fou et de se dire, ok, donc là, je veux passer, je sais pas, de 2 secondes, 3 secondes d'advance stock à une advance stock de 15 secondes. Et bah, ça fait beaucoup progresser. Et c'est pour ça que certaines personnes sont très très fortes dans ce sport-là parce que justement, elles sont un peu folles comme ça. Donc ça m'a beaucoup amélioré. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter en plus de ça? Bah, niveau technique. Parce que du coup, j'avais beaucoup de douleurs au niveau des poignets, des épaules, etc. Et du coup, après, le fait de me faire accompagner aussi, parce que du coup, j'ai pris un coach. Hein. Qu'est-ce que j'ai changé dans mes entraînements pour m'améliorer autant aussi? Prendre un coach. Voilà, donc gros big up à Gwen. Le fait qu'il te corrige directement sur la technique, bah, il y a moins de douleur, il y a plus de force, plus de technique en général. Du coup, tu progresses davantage. Voilà, pour ça, c'est important de m'envoyer les vidéos en temps et en heure pour que je fasse les analyses techniques. Donc voilà, j'espère que j'ai pu bien répondre à ta question. Question de Kylian, un élève aussi. Sur quelle plateforme as-tu mis en place ton tracker d'habitude? Google Sheet. J'ai un Google Sheet directement sur mon PC. Voilà, tout simplement. Et quelles habitudes tu as mis en place en ce moment? Alors, j'ai redémarré un tracker d'habitude ce matin. Qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon tracker que j'avais avant parce que j'ai testé pas mal de choses. Je vous avais dit dans un dernier podcast que je voulais tester le 30 minutes de rien en début de journée. Je l'ai fait 5 jours, j'ai arrêté, j'ai l'impression de perdre mon temps. Moi j'aime bien attaquer la journée directe. Donc là mes habitudes, elles sont claires, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est des habitudes vraiment personnelles et des habitudes entre guillemets pour le pro. Donc je mets tout sur mon tracker d'habitude. Mais première chose, c'est le matin, voir la lumière du soleil, enfin la lumière du jour, sans prendre de téléphone au réveil. Donc je me réveille, je vais dehors et je prends la lumière du jour pendant 5 minutes, sans ouvrir de téléphone. Ensuite, je bosse direct. Je vais directement bosser. Ensuite, je scrolle pas sur Instagram jusqu'à 18h, même si ça peut arriver parce que vu que je bosse avec Instagram, j'envoie des messages, etc. Des fois tu vois une publication et tout, donc c'est compliqué, mais je veux dire que consciemment, je suis pas en train de me dire allez, là pendant 15 minutes, je vais juste scroller pour me faire du bien. Non. Donc pas d'Insta jusqu'à 18h. À partir de 18h, je peux me faire kiffer et me dire tiens, je souffle un peu, je regarde un peu Insta. Voilà. D'ailleurs, c'est 30 minutes d'Instagram par jour, enfin de scroll. Bon, ça peut être 35 minutes, c'est pas grave, c'est environ 30 minutes. Je coupe les écrans à 21h. 1 heure de marche. Ça, c'est un truc que... Putain, mais je fais que de taper dans le micro. 1 heure de marche, j'ai du mal à le tenir en ce moment, mais il faut vraiment que je me force. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je coupe les écrans à 21h. Je pourrais en profiter pour marcher une petite demi-heure supplémentaire à partir de 21h. Et voilà. Et après, c'est des habitudes pour le pro, dont 7 heures de deep work par jour, même le week-end. Même le week-end, même le week-end. Voilà, je prends pas de week-end, je bosse tout le temps. Mais ça peut m'arriver des fois de prendre une journée complètement off, ou alors juste je bosse le matin, tu sais, je réponds aux élèves et tout le matin, et après je réponds pas aux messages sur Insta, je fais pas de créa de contenu, je fais rien. Juste, je prends du temps pour moi, ça peut m'arriver genre le dimanche, le samedi, enfin bref. Mais je pourrais faire aussi en pleine semaine. Mais là, en semaine, j'aime bien bosser quand même. Voilà. Donc de toute façon, les plus grosses habitudes qui changent ma life, c'est le fait de pas avoir de réveil le matin, d'aller voir la lumière du soleil, donc pas avoir de réveil, d'aller voir le soleil, de pas aller sur son téléphone le matin, de pas aller sur Instagram la journée, de couper les écrans à 21h, de faire 1 heure de marche, et c'est bon. Genre si t'as ces habitudes-là, pour moi, t'as de l'énergie au quotidien, tu peux faire ce que tu veux, t'as le temps. Là ce matin, je me suis réveillé naturellement à 7h45. Naturellement, pourquoi? Parce qu'à 21h, du coup, j'ai coupé les écrans, après j'ai bouffé, et vu que j'avais pas de stimulation, je me suis fatigué naturellement, et à 23h, ça se trouve, je dormais. Parce que je me suis couché un petit peu avant 23h.
Donc 23h, 7h du mat, t'as déjà dormi 8h, tu vois. Donc j'ai dormi plus de 8 heures, ça veut dire. Et du coup, j'ai une énergie de dingue. Et surtout que je suis pas réveillé par un réveil instant comme ça. Oui, vas-y, réveille-toi. Non, j'ai pas ce truc-là. Donc voilà, les meilleures habitudes. Ça, les mecs, c'est des habitudes que je teste depuis 4 ans maintenant. Ça va faire 3-4 ans que je teste des trackers d'habitudes. Et pour moi, là, en ce moment, c'est le top. Genre, j'ai juste ça. Après, ça dépend de mes cycles. Il y a des cycles où je travaille plus. Du coup, je mets d'autres habitudes en place. Des fois, voilà. Ça peut dépendre. Mais en ce moment, c'est ça. C'est le truc parfait. Question de Mathis. Avec ton expérience, les gens débloquent leur tuck planche en environ combien de temps? Alors, si vraiment tu veux mon expérience, les gens débloquent leur tuck du premier coup. Voilà. Ce qui veut pas dire que tu peux pas mettre un mois à l'avoir, 3 semaines, mais souvent c'est assez rapide. Sauf si t'as jamais fait de sport de ta vie, genre t'arrives pas à aligner 3 pompes, ok. Mais partons du principe que t'arrives à faire entre 10, t'arrives à faire 20 pompes, 5 tractions, 10 dips, tu peux avoir une tuck planche de 3 secondes sans rien faire. Voilà. Si t'y arrives pas, il y a peut-être un problème technique aussi, tu comprends peut-être pas trop les activations, etc. Mais avec mon expérience, les gens débloquent leur tuck planche du premier coup. Ou presque. D'ailleurs, sur mes élèves, c'est ça. Sauf si du coup, ils n'ont pas encore assez d'expérience en poids de corps en général. Question de Abraham Dahan. T'as changé quoi ces derniers temps pour exploser tes performances en street? Ah bah tiens, c'est la même question que Léo. Ah, du coup, j'ai déjà répondu. Voilà. Donc, j'ai pris un coach, j'ai mis mon ego de côté. J'ai augmenté mes standards. Je suis devenu un peu fou en termes de performance. Je me suis dit, tiens, au lieu de faire 5 to touch, je vais faire 10 to touch. Et je suis régulier. C'est tout. Question de Hugo, une date pour ISN. Aïe, je peux pas vous l'annoncer. J'ai pas droit. Voilà. Mais ça va être annoncé dès demain, normalement. S'il n'y a pas de soucis. Mais je peux pas l'annoncer, j'ai pas le droit. Question de C4M. Pour toi, à partir de quel moment on peut dire qu'on a la full planche? Forme chrono. À ton avis. Quand t'es parallèle au sol, donc t'as ton corps qui est aligné. En fait, t'es tout droit, horizontal au sol. Après, c'est à toi de te dire à partir de quel chrono. Pour moi, à partir de 3 secondes, on peut dire que tu l'as. À partir de 5 secondes, on peut dire que tu la maîtrises. Genre que tu la maîtrises vraiment. Et c'est que ça. Bras tendus, jambes tendues. Avec épaules, bassin, genoux, talons alignés. Parallèle au sol. Pendant 3 à 5 secondes, c'est bon. T'as validé ta planche. Ok. Certains tiennent 10 secondes, mais avec le cul haut comme ça. Là, ils ont pas la full planche, par exemple, tu vois. Question de Maxence. Comment allier planche parallèle et sur les mains pour progresser dans les deux? Ok, intéressant ça, parce que souvent on fait soit que du sol, que sur les doigts, que sur barre parallèle, que sur barre fixe, en suppi, en pronat. Moi, je vous conseille justement d'entraîner la planche, même le handstand, les handstand push-ups, etc. sur plusieurs grips, sur plusieurs supports. Donc, comment allier les deux? Ça peut être par exemple une série sur 2. Ça peut être une séance sur 2. Par exemple, allez, aujourd'hui c'est séance planche sur barre parallèle. Et la prochaine séance, ça sera que sur le sol. Ou alors, dans les mêmes séances, c'est, par exemple, je sais pas, je fais des hauls dans straddle planche. Allez, 1 sur 2, je change de support. Ça peut être ça, tu vois. Mais souvent, sur les mains, on est un peu moins fort que sur para, parce que ça demande plus de mobilité, plus d'équilibre, etc. Donc souvent, on a besoin de revenir sur une variante plus facile. Donc ça pourrait être déjà je sais pas, si tu fais une séance sur la barre parallèle, sur les mains, tu commences à remettre, je sais pas, de la planche à l'élastique. Si t'es rendu à la straddle, tu fais de l'advanced tuck. Si t'es rendu à l'advanced tuck, tu fais de la tuck. Enfin, tu vois, tu prends une variante plus facile que tu fais sur les mains. Et surtout, faire de la ligne planche sur les mains. De la ligne planche. Surtout ça. Ok, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Il reste encore 2 autres questions. Question de
Une question de question de Chris. Ça te fait quoi de vivre avec toutes ces filles MDR? Écoute, c'est comme avec des mecs, c'est des gens, voilà. On se croise pas beaucoup, mais c'est cool. Elles sont très très gentilles. C'est vraiment cool. Question de Isma. Donc dernière question. Nécessaire d'apprendre l'ATR en clean form si c'est juste pour faire presse négative. Donc l'ATR c'est appui tendu renversé. Donc c'est le handstand, hein, c'est l'équilibre sur les mains. Est-ce que c'est nécessaire de l'apprendre en clean form? Pas du tout. Pas du tout. Non, tant que tu tiens sur les mains, tu peux faire des presses. Hein. Genre à quoi ça sert que ça soit clean form? En vrai, ça sert à rien. Donc non, c'est pas nécessaire. Après, si toi, tu veux avoir le handstand en clean form, bah travaille-le en clean form, j'ai envie de te dire, tu vois. Si t'aimes pas trop faire du handstand et que tu veux juste ton handstand pour pouvoir après faire des presses en planche, etc., des 90, des handstand push-ups, t'es pas obligé de l'avoir clean form. C'est comme tu veux. C'est ta liberté. Tu vois, on a notre liberté dans ce sport-là, et là, du coup, bah, c'est ta liberté. Tu peux faire ce que tu veux. Ok? Donc, non, c'est pas nécessaire. Voilà, pour ta question. Mais écoutez, ça fait combien de temps? Ça fait qu'1h40, un truc comme ça. Bon, ça, c'est plutôt cool. Bon, ça fait déjà un bon podcast, les mecs. J'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a fait une petite introspection. Ça fait plaisir de revenir un petit peu sur mon passé. Et je sais que certains d'entre vous allez me dire, putain, ce que t'as dit là quand t'as commencé le street, ou tes meilleurs souvenirs, etc. Ça me fait penser à moi, du coup, quand j'ai vécu ça, où je suis en train de le vivre en ce moment. Moi aussi, je suis en train de débloquer mon premier front en ce moment. J'ai les mêmes sensations, mes premiers handstands, etc. Et en vrai, trop bien. Et j'espère aussi que la partie où je vous parle des doutes que j'ai eu en 12 ans de calisthénie, ça puisse aussi vous aider. Et le fait que j'ai pris des pauses, le fait que j'ai eu beaucoup de doutes, parce que voilà, pour moi, j'étais pas assez fort, je mettais du temps à avoir mes figures, etc. Tu vois, ça n'a pas empêché à ce que j'en fasse encore maintenant de la calisthénie. Et c'est pour moi le plus important, c'est d'en faire encore. Parce que la calisthénie, bien sûr, c'est là pour vous construire un physique, construire un niveau, donc avoir des figures, bien sûr un mental, etc. Mais pour moi, c'est un sport passion, et c'est là pour vous accompagner tout au long de votre vie. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire de la calisthénie 5-6 fois par semaine à haut niveau, etc. Si vous voulez en faire que 2 fois par semaine, faites-en que 2 fois par semaine sur le long terme, c'est ok. Juste, vous allez peut-être vous allez moins progresser que certaines personnes qui s'entraînent 4 fois par semaine pour la planche, pour le front, forcément. Mais je veux dire que on est quand même dans une optique long terme. Moi, pour l'instant, en ce moment, je m'entraîne que 3-4 fois par semaine, pourtant les mecs. 3-4 fois par semaine, quand même dans un objectif de performance, mais dans d'autres phases de ma vie, je vais moins m'entraîner, mais la calisthénie sera toujours là. Vous voyez, pour moi, je le vois un peu comme aller courir. Certains vont courir que le dimanche matin, ou 2 fois par semaine. Bah, tu pourrais aller faire de la calisthénie 2 fois par semaine. Tu vois, en fonction du niveau que tu as acquis. Ça peut être, certaines personnes font ça. Hein. Ça peut être juste faire des muscle-up, des tractions, des pompes, des dips. Mais pour aller plus loin, ça pourrait être faire des front levers, des back levers, des planches 2 fois par semaine. Ça te permet de maintenir ton niveau et de maintenir une condition physique, etc. Tout en te faisant kiffer, en faisant des figures et pas juste des répétitions de tractions et de dips. Tu vois. Moi, si je m'entraîne 2 fois par semaine, ouais, je ferais des, je sais pas, au lieu de faire des tractions ou des dips et des muscle-up, je ferais des handstand push-ups, des front lever raises, des advanced stock front lever pull-ups, des back lever. Tu vois, je ferais des trucs comme ça. C'est mes tractions et mes dips à moi. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas de mettre les 5 petites étoiles, s'il vous plaît. Là, on arrive bientôt à 200 étoiles. Et je sais que vous êtes plus de 200 à écouter les épisodes à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'il y en a plein d'entre vous, vous l'avez pas encore mis. C'est très simple. Hein. Vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points sur mon profil, évaluer l'émission. Voilà. Là, normalement, vous l'avez déjà fait, c'est déjà fini. Ok ? Donc, merci beaucoup. Je vous mets aussi le lien de mon dernier blog qui est sorti. Et on se rejoint dans le prochain podcast pour un nouveau sujet. Ciao tout le monde.